Bonjour à tous, donc nous sommes live. Je suis Benoît Huguet, cofondateur du Journal du Coin, et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui pour un live un peu improvisé mais d'actualité Token Brice à l'occasion de la publication du premier rapport de The Défi Collective, donc une association spécialisée sur les protocoles de défi avec des propriétés spécifiques, notamment le fait d'être immuable, et principalement Résilience, autonome. autonomie, Résilience. décentralisation. L'imitabilité, c'est pas une condition sine qua non. Ah, merde. Mince. Ouais, ça évolue un peu là-dessus, ouais. Je crois qu'on avait parlé. Vas-y, bon, résilience. Donc, principalement résilience Ça. et avec je sais pas moi, comment dire, des critères de qualité assez élevés, voilà, dans les protocoles de défi. Je sais que vous êtes exigeant dans le milieu en général. C'est ça. Mais après, Donc, c'est beaucoup basé sur la démarche des gens qui construisent au final. On se rend vite compte, disons, le code traduit l'intention. Je vais le mettre comme ça maintenant, c'est le plus clair ah, possible. Tu vois, c'est-à-dire que ouais, la c'est beau. démarche de développement et ce qui est développé en lui-même traduit une certaine intention. Et je pense qu'on a tous bien conscience que, bon, ben voilà, par exemple, on a vu récemment Blast, le fameux L2 qui est pas un L2 d'ailleurs, qui est juste un multisig, qui fait pas mal de bruit. Je pense que là, on voit que la démarche traduit une intention d'attirer le plus de capital possible Opportuniste. avec aucune considération pour à la fois la sécurité des utilisateurs et en même temps aucune considération, et là on va revenir au nom, pour le collectif. Puisqu'ils se rendent bien compte que, en fait, si tu veux, en étant le gars qui a lancé Blast, il avait deux options devant lui. Il se disait, OK, soit ça marche, je suis très content, j'ai plein de thunes dans mon protocole, et en même temps, je crée un précédent dangereux pour l'ensemble de l'écosystème qui va sans doute être reproduit. Ou alors ça ne marche Mhm. pas, et dans ce cas-là, bon, j'ai floppé avec une idée qui était en plus pitoyable et conne. Mais tu vois ce que je veux dire? En fait, ce genre d'idée, sur le papier, ne devrait pas exister pour commencer. Et la simple existence de cette idée montre, pour moi, la cupidité et le manque de respect pour l'ensemble de la DeFi des acteurs. Et c'est là aussi on revient au côté la démarche militante du collectif. Ça part aussi d'un ras-le-bol de ma part. C'est que moi, je m'investis en DeFi depuis quand même 4 ou 5 ans. Et j'en ai marre aussi qu'on piétine la DeFi de telle sorte. Et c'est aussi une démarche voilà, pour pousser l'écosystème à être meilleur, tout simplement, à être plus conscient de ce qu'on fait, parce qu'au final, on n'a pas le choix, c'est permissionless, comme on aime le dire, tout le monde peut lancer un L2, tout le monde peut lancer un protocole. Maintenant, la question, c'est comment on fait en sorte d'avoir une forme de curation au niveau communautaire pour faire réellement émerger les protocoles les plus pertinents. Désolé pour le petit Mais je, tunnel, mais voilà, c'est le haut mais niveau. je suis assez d'accord avec toi. Tu as rebondi sur l'actualité. C'est vrai que la défi, en l'occurrence, c'est souvent pour le meilleur et pour le pire. Et tu en as un peu marre du pire et tu aimerais te consacrer sur le meilleur, en fait, mettre un peu en avant, soutenir ces projets-là. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le collectif, Tout à c'est-à-dire que fait. c'est leur apporter de la liquidité, de la visibilité, éduquer les gens et plutôt essayer, parce que c'est vrai que quand on est un nouvel entrant, c'est touffu. On peut, il y a plein, comment c'est, je crois que c'est une phrase d'Ayam qui dit la route est bordée d'enseignes lumineuses, enfin tu vois, de tavernes. Il y a une phrase qui est assez rigolote qui dit que voilà, il y a vraiment beaucoup d'encarts publicitaires un petit peu partout. On a Tout à envie fait. d'entrer dans les auberges et elles sont pas toutes fameuses. Et donc Il y a voilà, toujours un c'est nouveau truc rendre. brillant qui apparaît toutes les semaines et qui sait promettre euh, qui sait attirer le chaland, on va le dire comme ça, quoi. Et alors, attends, et ce qui est intéressant, donc tu veux rendre ces lettres de noblesse, ou donner ces lettres de noblesse à la défi, ça c'est cool, mais si tu sais bien que tu connais la nature humaine et que si tu veux intéresser et attirer les gens, il faut quand même que tu sois compétitif. Et c'est aussi ça l'intérêt, moi je pense, de votre rapport, de ce que vous faites, c'est que quand même, tu démontres par la pratique que c'est pas parce qu'on est vertueux que c'est pas rentable, en fait. Je veux dire, Tout à fait. parce que tu ne convaincras personne avec, sans rendement, hein, ça, Non, non, tu as moi, je tout à suis sûr fait qu'il y a plein de cerné gens le qui nous truc. écoutent pour découvrir les stratégies et tout ça. Et c'est le côté sympa, c'est que moi, j'apprends plein de trucs. Ça reste puissant hein, de se consacrer sur les protocoles qui sont bien faits quand même. Ouais, non, c'est tout à fait une part de la démarche. On est bien conscient que si on se contente d'être, disons, d'essayer d'être vertueux et en même temps de pousser les protocoles les plus vertueux, au final, on va parler à 10 personnes et on va les ennuyer. Alors que, voilà, il y a quand même une réussite, par exemple, de protocoles comme Blast qui arrive à faire bouger la moitié d'1 milliard de dollars on-chain
sur une semaine. C'est monumental. Donc voilà, c'est ce côté-là on l'avait résumé l'autre jour dans un petit tweet du collectif, on disait, voilà, les singes, ils font n'importe quoi, ils supportent toutes les merdes les plus pourries pour essayer de faire des thunes. Et ben les fourmis, elles se concentrent sur l'impact, et en fait, on se rend compte qu'en se concentrant sur l'impact, elles dégomment en même temps le rendement des singes. Donc pourquoi scier la branche sur laquelle on est assis si on est vraiment convaincu que on est sur quelque chose de pertinent à horizon 5, 10, 15, 20, 40 ans? Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en réalité, les rendements, on les fait sur le temps. Après, mais ce que cherchent les singes, c'est les coups de chance, en fait. Ils sacrifient, voilà, ils veulent ce qui n'est pas super. Est-ce que tu nous reviendrais un petit peu, est-ce que tu nous ferais un petit résumé de votre mois d'octobre? Donc, quand est-ce que vous êtes lancé exactement? Je sais que nous, on s'était vu le 20 octobre. Et je pense que c'était plutôt moins concomitant avec le lancement, ou pas à quelques jours près. C'est ça. On a annoncé publiquement, je crois, quelques jours avant ça. Et techniquement, nos trésoreries ont opéré en stealth, comme on dit. Donc, elles ont opéré à partir du 6 octobre. Ça a été le premier cycle pour les trésoreries. Parce qu'on fonctionne par semaine. Mais voilà, on a voulu attendre quelques semaines pour avoir un peu d'assurance quand même avant de commencer à faire du bruit. Et donc, et on reporte, donc ça, c'est la donnée contextualisée sur l'activité de notre trésorerie qu'on reporte avec un mois de délai. Et donc, au 30 novembre, hier, on a publié le rapport pour la période d'octobre. Octobre, ça serait quoi, du 6 au 30? Du coup, du 6 au 30 pour nous, oui. C'est pas le mois complet encore, mais a priori. Tu sais, on va parler du rapport, on va parler d'octobre, mais tu sais, moi, je serais quand même curieux d'avoir quelques alphas sur novembre, parce que on est quoi? On est le 1er décembre, donc tu dois quand même aussi avoir une petite idée de ce qui s'est passé en novembre. Hein. Donc, tu te doutes bien que moi, ça m'intéresse aussi. Hein. Mais parle-nous d'abord de ton du rapport. Alors, moi, j'ai vu, c'était donc vous avez mis en avant les gens qui vous ont soutenu, et ensuite vous avez présenté différentes stratégies, résultats, protocoles, outils que vous avez utilisés. Ouais, alors déjà, celui-là, il est un peu particulier parce que c'est le premier. Donc, on a quand même passé pas mal de temps à expliciter un peu plus le contexte, c'est-à-dire comment le collectif produit ses revenus, et notamment les fameux Liquidity Driving Tokens, et toute une section aussi sur la logique de comptabilité. Parce que mine de rien, c'est pas trivial comme question. Et là-dessus, on a quand même de la chance qu'il y ait pas mal d'outils assez chouettes qui se soient développés ces dernières années. Mais voilà, on essaie aussi dans notre principe même de comptabilité d'avoir une logique, transparente, conservatrice et respectable, quoi. Et de pas vendre la poudre, pas mettre la poudre aux yeux aux gens, quoi. Alors c'est vrai, je te coupe, mais c'est vrai qu'en défi, il y a quand même un fléau, c'est les APR et les APY affichés. Et en fait, moi, d'expérience, je sais qu'on ne peut croire un rendement que à la fin du mois quand on a déposé et qu'on a compté, hein, parce qu'il y a parfois des différences entre ce qui est affiché sur un site web et ce qui est réalisé. Et donc vous avez un petit peu normalisé votre façon de compter. Ouais, c'est quelques principes assez simples. Comme par exemple comment gérer les tokens qu'on gagne mais qui sont pas forcément encore liquides, donc comment prendre en compte les risques liés à la liquidité sur ces tokens-là qui peut être limitée, ou aussi par exemple, je sais pas, on farm certains tokens de protocoles qui sont pas encore sortis, donc ceux-là sont tout simplement pas priceables. Donc on a vraiment cette approche de comme on appelle en interne la comptabilité pessimistique. C'est-à-dire qu'on est conscient que la comptabilité ne pourra jamais refléter la réalité parfaitement. Et donc, on préfère la refléter de manière pessimiste qu'optimiste, puisque bien sûr, c'est beaucoup plus sûr à de nombreux niveaux. Puis, de toute façon, vous n'avez pas grand-chose à vendre, en fait, en réalité. Donc, oui, oui, qu'on soit clair, ces rendements-là, c'est pour le collectif, ça sert au collectif à continuer à exercer ses missions et à les faire avec de plus en plus de force et d'intensité, mais il n'y a pas de manière pour que personne ne puisse s'exposer à ces rendements-là. Donc en effet, on n'a rien à vendre, il n'y a pas de collectif token à acheter et staker pour avoir sa part du rendement, et il n'y en aura pas. Oh, c'est dommage. Alors là, non, je plaisante. Mais dans les tools utilisés, alors j'ai vu qu'il y avait du Den. Alors attends, c'était quoi, Den on-chain? Est-ce que tu nous présenterais un petit peu les outils? Ouais.
Bien sûr. Ah, Donc ouais, Den, c'est très sympa. C'est bon, alors après c'est pour les utilisateurs du Gnosis Safe, donc ok, les ouais, je vois. multisigs. D'accord. Et en fait, c'est une interface alternative pour les multisigs à la base, qui permet d'avoir pas mal de choses qui manquent un peu dans l'interface de base Gnosis Safe, le site internet. Et ça va c'est assez varié. Ça va de choses qui vont comme par exemple des systèmes d'intégration avec Slack, Telegram, Discord, qu'importe ce que Ah vous ouais, utilisez pour ok. la messagerie, pour envoyer des pings ou des notifications aux signeurs du multisig pour qu'ils puissent réagir assez rapidement ou suivre tout ce qui se passe sur le multisig. Mais il y a aussi des choses qui sont plus pertinentes d'un côté comptabilité ou contextualisation des transactions, puisque sur Den, vous pouvez aussi par exemple nommer les contrats avec lesquels vous interagissez, vous les taguez, et donc les contrats avec lesquels vous interagissez de manière récurrente, bah, ça donne de la visibilité dessus, puisqu'après, du coup, dans la liste des transactions, au lieu de voir envoie 5000 ARB à OX4237, là, on voit envoie 5000 ARB au contrat de staking, de RAM, je sais pas Ok. quoi, ou qu'importe. Et la même chose au niveau des transactions, on peut rajouter des notes sur les transactions. Donc ça, c'est pareil, c'est très bien pour les co-signeurs qui, du coup, ont de la visibilité sur ce qui se passe. Oui, Mais c'est en même vrai. temps, historiquement, puisque quand on remonte dans le temps, un mois plus tard, j'imagine qu'on a tous connu ce problème de voir, quand vous regardez vos vieilles transactions d'il y a 6 mois, vous vous demandez peut-être, oh là là, mais qu'est-ce que c'était que cette affaire-là? C'est un peu abscon. C'est ça. Bah là, avec Den, du coup, vous aurez cette petite, si vous faites bien le travail, vous aurez cette petite note. Alors attends, je peux peut-être te montrer. Je suis en train de partager mon écran, moi. Par contre, oui, je veux bien que tu me montres. Tu peux partager le tien. Moi, ce que j'en Ouais. comprends, c'est que c'est une surcouche qui permet plus d'expressivité à Gnosis Safe. Ouais, c'est vraiment une interface pour Gnosis Safe, hein, donc ça recrée pas, je veux dire, le Ce qui est safe déjà reste un très bien, safe hein, Safe. Hein. géré par Safe. Donc c'est vraiment au niveau de l'interface seulement, quoi. Au fond, ça interagit Ok. avec Gnosis Safe classique. Hop. Alors attends, j'ai Tu me partagé dis quand lequel est-ce que. moi? Alors, attendez, je règle le mien. Attends, J'arrête le mien, t'inquiète. je vais Hop. partager le bon. Je vais vous montrer avec un safe qui est plus public, Je qui est peux ajouter celui un Safe. du Liquidity Committee d'AV pour le Go. Allez, On va peut-être j'y en vais. parler après d'ailleurs. Mais Ah donc vous ben, bien voyez sûr. concrètement, ça permet d'avoir de la donnée plus contextualisée. Donc là, par exemple, on a signé une transaction ce matin qui correspondait à une nouvelle campagne d'incentivisation sur Merkle. Et dans la note des transactions, on peut rajouter un peu tous les paramètres pour que, je sais pas, moi, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, quand on regarde ces transactions, on n'ait pas besoin de bon, là, on n'a pas mis le nom sur le contrat, dommage. Mais vous voyez au moins la note, voilà, ça explique clairement ce que la transaction fait, combien il y a de go qui partent, pourquoi, sur quelle fonction, quel pool, quel paramètre. Et on peut même voir les signeurs qui sont aussi tagués, du coup, et donc ça permet facilement d'avoir une idée de Et ce qui ça, se c'est comme passe. ça. Ah ben, attends, alors là, je te coupe, mais moi, ça m'intéresse au plus haut point. C'est comme ça que vous gérez les fonds du collectif? Ils sont sur un multisig safe. Il y a plusieurs multisigs. Enfin, après, je sais pas, t'es pas obligé, en obsèque, t'es pas obligé de dire il y a des choses que tu peux garder privées, des choses que tu peux garder Non, non, mais publiques. Hein. on en Mais parle en dans gestion. l'article, ouais. Donc, il n'y a pas Ah, de problème. vas-y. Donc, en effet, on utilise Gnosis Safe et on a une logique, on a 2 types de safe par chain, généralement. Et après, on a utilisé un autre outil que Ah j'ai oui, mis j'ai en vu. avant aussi dans l'article, qui est ce Small DApp, et notamment cet outil multi-safe, qui est vraiment génial, puisqu'en fait, il vous permet de répliquer un safe à travers plusieurs chains et d'avoir la même adresse sur les différents réseaux. C'est la fonction clone an existing safe. Donc si par exemple vous avez déployé un safe sur mainnet ici, je peux vous en prendre un autre, voyons Ah, voir. franchement, si tu peux nous faire une démo, je Ouais, suis très curieux parce que là, bon, on va prendre un autre c'est un safe outil public. que Donc je ça connais pas. c'est le multisig DeFi France. Ok. Et donc là on le met dedans. Et voyons voir. Alors bien sûr, il faut que les adresses soient disponibles. C'est pas toujours le cas, hein, mais on va voir si là c'est le cas. Et vous voyez qu'en gros là, il est en train de vérifier sur différentes chains, OP, BNB, Gnosis, Polygon, ZKVM, Base, Arbitrum et d'autres, de voir si en effet il y a manière de pouvoir déployer exactement le même safe, donc c'est-à-dire avec les mêmes signataires initiaux et les mêmes adresses. Et donc ça c'est extrêmement pratique, puisque après, du coup, vous obtenez un safe qui, grosso modo, existe sur 6, 7 chains, qui a la même adresse et les mêmes paramètres sur chaque chain. Et donc, ça facilite plein de choses, que ça soit, par exemple, la comptabilité, parce que du coup, vous mettez votre safe dans des banques maintenant, et vous voyez, comme une adresse normale, tout ce qui se passe sur toutes les chains.
Ok. Et même aussi, par exemple, le bridging, parce que souvent, c'est très compliqué de bridger avec des safes, puisque vous n'avez pas la même adresse sur chaque chain. Donc, il vous faut trouver des bridges qui sont capables de faire du bridge and send, de bridger les fonds, mais après de les envoyer à une autre adresse. Et Oui. c'est pas toujours le cas. Là, du coup, vous avez plus de problème, puisque vous recevez sur la même adresse sur chaque chain. Alors Ok, là, comme c'est un ok. vieux safe, il galère un peu à essayer de nous trouver les mêmes adresses. Alors, Euh, attends, mais j'ai un sujet pour toi. Dans les adresses publiques que vous avez, il y en a combien? Je suis curieux de savoir ce qu'il y a. Bah, si, oui, tiens, je peux vous montrer, j'imagine, avec l'adresse publique. Alors, attends, bouge pas. Parce qu'en gros, on a une adresse de donation avec un ENS qui est le fameux Mais grants4theants.is. vas-y, Et montre-la quand même. On ne sait jamais. si on Des le fois met que les là, donateurs. voilà. Des- Si on le met là, vous pouvez voir que bah, bon, ce safe, il a été déployé avec cet outil. Et donc, ben voilà, déployé sur Ethereum, sur Optimism, sur Polygon, sur Gnosis, sur ZKVM, sur Base, sur Arbitrum One, partout avec la même adresse. Et bon, bah là, par exemple, BNB, c'est Oui, bon, ben, dispo. on voit que vous en foutez un peu, mais ça, C'est ça. vous avez le droit. Et donc là, si j'avais du gaz sur la BSC, juste en cliquant ici, hop, ça m'enverrait la transaction pour. Bon, ça m'envoie quand même la transaction là, mais je vais pas pouvoir la signer parce que j'ai pas de gaz sur BSC, j'ai pas Ok, de BNB. Et hop, ça déploie le safe avec les mêmes paramètres que les paramètres initiaux, donc les thresholds, les signers qui sont ici. ok. Je pose la question, évidemment. Quelles sont vos adresses publiques? Ainsi que. Bah, c'est celle que je viens de te communiquer, c'est la seule qui est publique, c'est ce grants4theants.is, qui est donc Ok, notre adresse pour d'accord. gérer les grants et les donations. Ça, c'est Bon, une question de écoute, transparence. attends, on va en appeler au bon cœur du public si jamais. Ne vous privez pas, vous n'êtes pas obligé. Mais voilà, en tout cas, c'est là que vont les donations pour les fourmis. Et après, bon, sur l'autre adresse, c'est plus une forme de jeu, hein. On a décidé de ne pas la publiciser directement, mais grosso Mais les modo, gens les peuvent gens la qui retrouver. comprennent ce qui se passe un peu on-chain, on donne beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur cette adresse, et donc ils peuvent la retrouver, mais c'est à eux de faire le travail. Mais écoute, c'est très bien. En tout cas, c'était intéressant. Donc ça, c'était les outils pour gérer vos portefeuilles, Mais de il faire y en a ça de un petit façon. dernier, en fait, Allez, qui est assez chouette, et aussi fait par un Français, donc ça mérite la petite mention, Diziac de DeFi France, pour ceux qui connaissent. Alors, c'est un outil un peu plus large que ce que nous, on utilise. Je vais vous montrer l'ensemble du truc. Ça s'appelle woo-sign.xyz. Et à la base, il a créé ça, Diziac, pour voir, en gros, tu sais, dans les DAO, il y a plein de multisigs qui font plein de trucs. Et il y a plein de gens qui sont rajoutés sur ces multisigs. Et on ne sait pas forcément trop ce qui se passe, quoi. On ne sait pas qui est vraiment actif comme signataire, qui ne l'est pas, et ainsi de suite. Et donc, bon là, je peux vous montrer par exemple avec on va faire avec on va continuer avec le multisig du Liquidity Committee d'Aave, il est connu celui-là. Donc si on le met là-dedans, hop, on met l'adresse. Donc c'est un safe sur Ethereum, et il va nous envoyer par exemple sur le dernier mois qui signe les transactions concrètement sur ce safe et comment il fonctionne, quoi. Et donc ok. là, on peut voir les différentes adresses qui participent. Alors là, pardon, c'est pas super intéressant, on va faire le mois d'avant parce que là, on est sur décembre. Et comme on est au tout début de décembre, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc là, par période, vous pouvez voir les différentes adresses et leur implication dans les signatures. Donc là, moi, par exemple, ça, c'est mon adresse publique tokenbreeze.is. Ah, t'es actif. Bah, en même temps, je suis à la tête de ce comité, assez impliqué. Je soumets beaucoup de transactions, donc c'est assez normal. Et voilà, ça permet de voir qu'est-ce qui se passe. Après, tous les safes ne sont pas appelés à avoir les signataires tout le temps dessus, tout le temps actifs. Donc là, en l'occurrence, on est sur un 4/7. Il y a différents types de profils. Il y a des gens qui sont un peu plus occupés que d'autres, un peu plus impliqués que d'autres. Donc voilà, le fait que par exemple là, il y en ait un à 21%, ça ne veut pas forcément dire que c'est un parasite de cette adresse. C'est juste, bon, il est là pour signer quand on a besoin de lui, mais pas forcément le plus présent. Mais Là, c'est pour les 7 des... signataires d'ailleurs que vous voyez. C'est ça. Ouais, ok. Et après, il peut Mais de toute faire façon, il de y en a besoin que de l'analyse. 4. Donc, il y en a 4 qui ont signé. Les 3 autres sont pas obligés de signer plus que ça, non? Ouais. Et ça permet de faire des trucs vraiment stylés, cet outil, pour faire votre petite exploration, parce que même là, ça, c'est un outil qui va dans l'autre sens. Où, en gros, vous lui mettez une adresse et il vous Oui. envoie tous les safes dans lesquels l'adresse est signataire. Donc, c'est de l'autre côté. Tu vois, c'est pour voir, en gros, où tu as une adresse donnée, pour voir si, par exemple, si mettons que, bon, tu regardes le safe d'une DAO ici, et tu trouves un gars
qui signe pas beaucoup ou qui est suspicieux ou qu'importe, bah, tu peux prendre son adresse et après aller voir, OK, est-ce qu'il est dans d'autres safes celui-là? Et là, ça vous les donne les différents safes dans lesquels ce multisig est impliqué. Donc là, je l'ai fait pour moi-même. Et bon, sans trop de surprise, vous allez trouver des multisigs liés aux luchadores, parce que oui, ils ont besoin de multisigs aussi. Et bon, a priori, pas trop de surprise. Mais c'est quand même. C'est les différents, par exemple, là, tu as donné un exemple des différents multisigs dans lesquels tu étais impliqué grâce à cet outil et que tu as retrouvé rapidement grâce à cet outil de recherche. C'est quand même sympa. Donc, c'est un outil d'analyse on-chain qui te permet de voir et c'est spécialement dédié au safe, au multisig. C'est vraiment dédié au safe. C'est ce sur quoi se concentre l'outil. Donc ça, c'est l'outil en général. Mais en fait, nous, pardon. Alors attends, non, je suis curieux parce que c'est vrai que en fait, la défi c'est quand même aussi un tout petit écosystème. Donc il y a ses héros, il y a ses vilains, il y a tout un tas de trucs. Toi, et tu peux te rendre compte que c'est quand même plus ou moins toujours les mêmes personnes. Souvent, c'est pas forcément, je veux dire, un défaut parce que je pense que si tu prends la science de très haut niveau, je veux dire, les plus grands physiciens sont toujours plus ou moins les mêmes. Donc il y a quand même un aspect complexité compétence qui fait que il y a toujours les mêmes, mais il y a aussi, je veux dire, c'est entre soi quand même. Et donc moi, par exemple, des tétranodes ou des gens comme ça, tu as regardé un petit peu dans les activités qu'ils avaient? Ben justement, là, je voulais vous montrer dans un truc un peu plus conséquent, disons, qu'est-ce que ça peut donner. Donc là, je suis parti chercher a priori ce qui devrait être l'adresse de la trésorerie de Olympus, pour ceux qui se souviennent. Qui a été très actif. Protocol Owned Liquidity, je suppose. Alors, ouais. Alors, attends. Ça doit pas être la bonne. Voyons voir. J'imagine qu'ils vont quand même nous la renseigner quelque part. The main multisig node at the DAO multisig. Ah, ok. Il manage la trésorerie, donc ça devrait être celui-là. Donc c'était les champions des yields indécents. Ah oui, à l'époque, il y a longtemps. Donc là, on a mis cette adresse. A priori, Wusain va faire son petit travail. Alors, comme c'est un gros safe, j'imagine qu'il a pas mal à mouliner. On va lui laisser un peu de temps. Après, je sais pas si vous avez un autre protocole en tête qu'on peut aller voir. Mais là, je pense que quand même toi le spécialiste. Je pense que sur Olympus, il a dû s'en passer des choses. Hein. Oui, justement, c'est pour ça que j'ai pensé à celui-là. Mais là, j'ai peut-être mis les pauvres serveurs de Diziac en PLS. T'as peut-être demandé trop. Mais en tout cas, toi, c'est quelque chose que tu as fait, donc que tu regardes. C'est vrai que ça te permet quand même d'être dans le secret des dieux, un peu quelque part, en faisant ça. Oh, le secret des dieux, c'est une manière de dire. Mais après, oui, on peut aller voir, par exemple, on peut voir sur une adresse, donc Tetranode. Je sais pas après s'il utilise vraiment son ENS pour signer sur des multisigs. Mais voyons voir, on va ouvrir un autre onglet, comme ça on le laisse mouliner celui-là quand même, au cas où il nous sorte quelque chose. Et donc là, dans l'outil d'analyse, on va voir si Tetranode il a des safes sur Ethereum. A priori, il n'est pas impliqué via son ENS avec des safes sur Ethereum, donc il doit utiliser d'autres adresses. On te demande du stake DAO dans les commentaires. On peut aller voir, oui. Alors attends, stake DAO. Après, est-ce qu'ils ont mis leur adresse quelque part? Sinon, ça se trouve aussi. Hein. Alors attends, stake DAO. Ah oui, j'ai oublié un E, c'est pour ça que ça me sort des trucs bizarres. Toi, dans quel cadre tu te sers de ça? Ça peut être à plein de niveaux, quand tu fais des analyses de protocole, quand tu veux juste avoir un peu plus de contexte sur ce qui se passe. Alors, c'est génial. Est-ce qu'ils vont nous mettre un petit lien vers leur doc quelque part? Non, même pas. Ah si, c'est là. Donc, dans la doc, j'imagine qu'on devrait trouver quelque chose sur la multisig, puisque là, il y en a bien sûr un impliqué. DAO multisig, voilà. Donc, ils nous donnent leur multisig sur Ethereum. Hop, le voici, avec quelques tokens dedans. Donc, maintenant, on va prendre son adresse et on va pouvoir aller voir avec l'outil de la Midisiac. Non, pardon, ça c'est celui-là. Non, on va voir ici, en fait, qui signe dans le multisig, c'est ça? Là, tu vois les différents signataires, et ensuite, tu peux prendre l'adresse d'un des signataires et voir s'il est impliqué dans d'autres multisigs. Alors, attends, je vais essayer juste en monthly, comme ça, il a moins de data à bouffer, et au moins, on peut avoir les signataires. Parce que je crois que... Pauvre Diziac, on l'a mis un peu... on lui a mis des gros saves dans la tronche, là. C'est dommage, ça a bien marché sur le premier, mais là, je crois que ça mouline trop. Si, tiens, regarde. Ça, c'est celui de... il a fini avec celui d'Olympus DAO.
Ok. Donc, on peut voir un peu ce qui se passe période par période. Donc là, c'est un 4 sur 8. On a les 8 signataires ici. Et là, on voit une tendance quand même assez claire. On voit qu'en gros, il y a 2 adresses qui sont proches du 0 en termes Oui. de... et que en gros... alors La là, période, c'est quoi? alors, période, c'est... Une ah, bah, semaine, bonne un question. mois? Période 18. Je sais pas comment ils coupent les périodes. C'est une bonne question, ça. Attends, est-ce qu'il est... C'est ça. Il te met les dates ici. Une grosse période. Une grosse période. Et alors, il te met aussi un peu le changelog de ce qui s'est passé au niveau du multisig. Donc là, on voit que par exemple, sur cette période, il y a eu un changement de signataire. 395 Ok. transactions au total. Ok. Et après, on a le total par adresse Oui. de qui signe et qui exécute. Ok. Puisque c'est pas forcément les mêmes. Donc on voit qu'il y a quand même signature, en gros, c'est assez réparti à part pour ces 2 profils un peu pas vraiment impliqués, Oui. là, celui-là qui a 0 et lui qui a 2. Côté exécution, ça semble vraiment se concentrer sur ces 2 Ouais. adresses-là. On Alors va se après, ça, pencher c'est pas sur un des forcément deux. un problème. Hein. Par exemple, nous, sur Oui. le collectif, on a une logique où on essaie de concentrer autant que possible les exécutions sur une seule adresse, Mais pour puisqu'après, ça comptabiliser les nous... fees. Exactement. Ça facilite énormément la comptabilité du gaz. Donc, ouais, moi, ça me choque pas non plus. J'ai un multisig et Et, je me sers toujours de la même adresse pour signer, par exemple. et alors, pour vous montrer, tant qu'on y est, il y a un autre outil un peu parallèle à ça que nous, on utilise pour le coup directement au collectif, qui est donc, vous prenez un multisig, donc là, on va continuer avec Olympus DAO, vu qu'on commence à être copains avec eux, on connaît un peu. Donc, vous mettez l'adresse ici, hop, on est là sur Ethereum Mainnet, et maintenant, on va prendre un des plus gros exécuteurs pour que ça soit plus spectaculaire en termes de frais en gaz. Donc, on va prendre celui-là qu'on a exécuté 206. Et maintenant, il faut juste que je vérifie la période. Donc, on était 2005, 2023, 5 9. Ah, c'est pas très Mais clair la du période. 9 mai, non? Ouais, mais jusqu'à quand? Maintenant? C'est bien, je vais envoyer cette vidéo à Diziac après pour le dire, voilà, on a fait live testing de l'outil. Mais on va essayer de regarder, par exemple, sur les 2 derniers mois, sur ce signataire-là, combien il a dépensé en gaz. Et donc là, on est du 1er octobre au 1er décembre. Alors C'est là, pas mal pareil, pour ça ton mouline. Ah oui, C'est c'est pas mal génial pour pour ta la comptabilité. comptabilité, en fait. C'est dans ta gestion. Toi, tu veux savoir, et c'est un peu automatisé. C'est vrai que moi, la dernière fois, j'ai fait ça à base de copier-coller infernaux. Bon, j'ai pas une grosse activité, mais j'étais un peu pierre à feu par rapport à ce que la modernité nous offre. Mm-mm. Alors pareil, ça va prendre un peu de temps parce que j'imagine qu'il a pas mal travaillé pendant ce temps-là, ce signataire. Mais en gros, ça te sort un total avec toutes les transactions et le total du gaz dépensé sur la période et le détail de toutes les transactions et combien de gaz par Oh, transaction. ok, donc toi, je pense que tu t'en es servi évidemment pour le défi collectif, histoire de savoir combien de gaz vous payez, de pouvoir un petit peu voir votre activité. Est-ce qu'il t'est arrivé de regarder d'autres activités et de voir des choses surprenantes, anormales ou intéressantes? Intéressante, oui, surprenante, anormale, je sais pas, ça dépend. Ça dépend ce que tu t'attends. Mais Non, disons mais que j'en par sais rien. exemple, Par exemple, en tout cas dans la perspective initiale, Diziac, il a créé cet outil parce que justement, il participe à plusieurs gouvernances, il y a des multisites qui se mettent en place. Et en fait, bon, généralement, comme ça se passe, c'est la communauté va voter pour dire, tiens, on a besoin d'un pour, je sais pas moi, gérer notre liquidité. Alors, on va mettre ces 7 gars-là qui sont bien connus dedans. Et puis après, c'est voté, c'est mis en route, on leur envoie les fonds. Euh, et puis on oublie un peu à ce sujet-là, quoi, parce que c'est quand même un travail un peu acharné sans un outil comme ça, de suivre ce qui se passe sur ce multisig. Donc c'est un peu dans cette perspective-là que Diziac l'avait fait, en tout cas de ce que j'en comprends moi initialement. C'était voilà, de permettre aux gens de facilement, sans forcément être des pros du décodage d'Etherscan, de voir concrètement, ok, alors les différents signers qu'on a mis sur ce multisig, est-ce qu'ils sont vraiment là, ils sont actifs, est-ce qu'ils exécutent, qu'est-ce qu'ils font, quoi. Mais c'est un peu comme les temps de présence d'un député à l'hémicycle, hein. C'est-à-dire que c'est un outil d'observation de la gouvernance et de voir, ben voilà, qui c'est qui vote, sur quel projet il vote. Voilà, donc là, c'est les multisigs, en général, c'est les protocoles. Donc ça veut dire que cette personne est active dans ce protocole. Sur ce protocole, on voit les différentes personnes actives. Enfin, en tout cas, on voit qui est nommé, qui réellement fait des actions. Ensuite, on peut essayer de voir s'il y a différentes imbrications, c'est-à-dire dans quel est-ce qu'une personne qui est dans un protocole est dans d'autres protocoles. Voilà, Tout à fait. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un travail de fourmi. Tout à fait, ouais.
Mais c'est important de le faire, quoi, et d'avoir une visibilité là-dessus. Donc, Surtout pour content un de voir que collectif cette de 100 000. visibilité. Puis ça, après, c'est un petit projet pour l'instant, mais il a quand même fait un taf assez fou, d'Isiac. Donc, Il faut ouais, lui rendre n'hésitez pas à honneur, aller voir. c'est bien. Il vous en parle un peu ici. Et je crois que oui, il a reçu certains grants. Et vu qu'on l'utilise pas mal, nous aussi, on va finir par, par essayer de lui Et rendre j'ai un vu que vous peu aviez fait l'appareil. un grant de 500 $. Alors, je ne sais plus quel protocole, mais vous en avez fait un. C'est ça, à bluechip.org. Ouais, Euh, voilà. mais ça, c'était en novembre, donc on l'a mentionné Ah, dans l'article pour montrer un peu, parce qu'on parle du surplus à un moment donné, et je voulais contextualiser qu'est-ce qu'on fait de notre surplus. Mais du coup, en termes de comptabilité, ça apparaîtra dans les comptes de novembre. ok. J'ai envie de revenir sur le report. En tout cas, je te remercie. Tu as Ouais. bien fait de mettre en lumière ces différents outils. Est-ce qu'on a fait un petit tour des outils? Je crois qu'on a tout. Alors attends, je regarde le Small Dap, le WooSign et le Dance. Ce sont les outils essentiels, ouais. Ok, super. Et donc, on peut retrouver, que vous avez vu, vous pourrez utiliser, qu'on peut retrouver évidemment dans le rapport d'octobre. Ensuite, il y a le Treasury Report. Alors, c'est là que ça va quand même commencer à intéresser tout le monde. Quels ont été les revenus, les strates? Est-ce que tu nous commentes un petit peu Ouais, bien sûr. l'argent? Parle-nous On peut parler parle-nous d'argent. d'argent. Donc ouais, dans la première partie, on explicite un peu l'exposition du wallet, ce qui rend encore plus facile son identification, c'est honnête, mais il fallait donner quand même un peu de contexte. Donc en gros, la première chose à comprendre, c'est ce qu'on dit ici, c'est que la majeure partie de l'exposition du wallet, elle est dans ce qu'on appelle les fameux liquidity driving tokens. Donc ces tokens comme CRV token que vous pouvez verrouiller, on fait un point au-dessus, je crois. Ouais. Ces tokens que vous pouvez verrouiller pour ensuite être en capacité de diriger des émissions vers différentes pools de liquidités. Et donc ça, pour le collectif, c'est essentiel puisque ça nous permet d'accomplir une de nos premières activités pour supporter les projets, qui est de les aider à grandir et soutenir leur liquidité sur les paires qui sont pertinentes pour eux. Mais ça a aussi un objet double, puisque en faisant ça, on s'expose aux frais qui sont collectés sur les paires pour lesquelles nous votons. Et donc, ça constitue une source de revenus non négligeable pour le collectif en lui-même. Donc après, sur le reste de l'exposition, on explicite un peu ici, mais grosso modo, le reste, ça va être du stablecoin, à peu près un quart du wallet, et le restant, donc environ 30%, est fait de différents tokens, que ce soit des tokens des réseaux sur lesquels on est actif, donc ARM, Matic ou OP, ou du LQTY, le token de Liquidity par exemple, ainsi que quelques autres tokens, bien sûr. Est-ce que je peux, là, je crois que vous aviez dit, de toute façon, l'AUM, la valeur sous gestion, c'est 1 55 000, c'est ça? Alors là, on reporte sur la période d'octobre. Donc c'est Oui. ce qu'on met ici. En gros, à la réception des actifs, on était sur environ Aussi. 1,05 million de dollars. Ok. Et à la Ça fin du aussi. mois d'octobre, Ouais. on était à 1,3 million de dollars. Euh, mais je crois que dans ton rapport, tu as dit que tu ne comptais pas l'appréciation des sous-jacents, du collatéral. C'est pas ça, que vous mesurez ici? Alors, qu'on soit clair, là, on rapporte la valeur totale du wallet. Donc là-dedans, c'est comptabilisé. Là où on Ok. la compte pas, c'est quand on rapporte les revenus, et les revenus Oui. consolidés ici. Donc cette figure ici des 18 410, elle n'inclut en effet pas l'appréciation des actifs, parce que sinon, ça serait très aléatoire, disons. Les mois où l'Ether il se porte bien, on vous annoncerait des revenus à, voilà, par exemple là, si on inclut l'appréciation des actifs, on vous dirait bonjour, on a fait 225 000 $ de revenus en octobre. Ça ferait pas vraiment de sens. Oui, oui, voilà, d'accord. Ça, c'est le principal, lui, il est passé de 1,05 à 1,3. Ça, c'est par le simple fait de l'appréciation des cours. C'est pas C'est forcément ça. par l'apport de nouvelles liquidités. C'est ça. Mais là, du coup, ce Bon, ça c'est revenu-là cool. à 18 410, 58 $, il Ça, correspond c'est le donc, revenu productif. c'est ça, productif. Et donc, il a trois sources principales qu'on détaille un peu plus haut, qui sont, en gros, les rendements qui sont, hop, est-ce que j'ai mis quelque part? Bon, c'est pas grave. Les rendements qui viennent des positions d'apport de liquidité. Oui. Donc ça, c'est le LP Yield, c'est le jaune. Mhm. Après, les frais collectés grâce à nos tokens de liquidity driving, dont je parlais juste avant. Donc ça, c'est le bleu. Et C'est enfin, pardon.
Je vais essayer de traduire, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Pour moi, les frais collectés, c'est ce qu'on appelle le real yield. C'est l'activité, c'est pas, c'est où je dis une bêtise. Le jaune, ça serait l'incentivize, les frais, comment dire, l'inflation. Le jaune, ça serait l'inflation. Le bleu, ça serait les frais. Et le rouge, ça serait le bribering, c'est-à-dire que ça serait aussi du real yield. Ouais, je sais pas, j'aime pas trop ce terme de real yield parce qu'après c'est un Non, peu un mais truc à la mode non et inflationniste. Tu vois, du revenu d'activité. Je sais pas comment ouais. le. Bon après nous, encore une fois, on n'a pas de token, on n'émet rien. Donc tu vois, même si on fait des revenus qui sont issus de l'inflation, j'ai envie de dire, ils sont issus de l'inflation d'autres, pas la nôtre. Oui, Donc oui, je suis d'accord, mais alors, ouais, mais je veux pas dire de bêtises, mais en général, moi, le jaune, en général, je le transforme en Ether. alors, ce qu'on fait sur le Souvent. revenu, on pourra voir après, mais en fait, ça va dépendre. Concrètement, le jaune, vu qu'on est sur des modèles de Vélodrome, Ramsès, Rétro ou autres, le jaune, ça va Ok. généralement être ces tokens-là, donc ces tokens de différents DEX. Et en fonction Ouais. des DEX, on a différentes stratégies, mais c'est vrai que la plupart des projets sur lesquels on est impliqué, on est quand même bullish sur le long terme. Et donc, pour la plupart des DEX, on va au moins reverrouiller à peu près la moitié de ce qu'on produit, Ok. voire certains, on est dans une posture très agressive et on reverrouille l'intégralité de ce qu'on produit pendant une période Allez, donnée. des noms. Sur quoi tu reverrouilles lequel tu es Alors, bullish? attends, laisse-moi voir juste si on l'a mentionné tel quel, que je ne... Ouais, mais ça, c'est euh, l'avantage des lives, c'est qu'on peut sortir un peu des sentiers battus. C'est... Mais non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que, bon, déjà, vous n'avez pas une logique de farm and dump, ça veut dire que vous êtes quand même, donc vous êtes plutôt dans une logique d'accumulation de ces tokens de gouvernance. Pas toujours, hein, mais Ouais, oui, c'est bon, on l'a explicité ici, alors je peux le dire. Donc oui, par exemple, un de ceux qui est dans cette stratégie-là actuellement, c'est le rétro, donc de Retro Finance sur Polygon Proof of Stake, ok. où là, en effet, on s'inscrit dans une logique long terme avec eux, il y a plusieurs forks qui arrivent, et on a donc décidé d'être dans une perspective d'accumulation agressive. On a presque doublé la position en un mois, euh, Mhm. parce on a réinvesti absolument tout ce qu'elle générait en rétro et reverrouillé. Ok. Et sinon, le play par défaut, ça serait quoi? Conversion Ether? C'est quoi Euh, quand t'as une vision, là c'est parce que tu as une vision, il y a des forks, il y a voilà, donc tu as une stratégie qui fait que tu as envie d'accumuler, loquer et t'exposer encore davantage à rétro. Donc ça voilà. Si admettons tu n'as pas de vision particulière, ça peut arriver. En tout Non, cas bien moi ça sûr, bien m'arrive. sûr. Moi Non, ça non. m'arrive. Après, on a aussi hérité de certaines positions où on n'est pas spécialement optimiste. Par Ah. exemple, celui-ci, parce qu'il n'y a pas de raison de l'être. Et donc là-dessus, bon, mais bien sûr. Alors là, on n'a pas de LP dessus, donc en soi, on farme pas de CHR. Mais si on en farmerait, on n'aurait aucun problème à envoyer l'entièreté des chronos qu'on farme pour de l'Ether, du stablecoin, parce que bon, Et bah, tu voilà. convertirais quoi? Donc quand justement ces chronos, vous les convertissez en quoi? Bah, encore une fois, on ne farme pas de Chronos du coup, puisqu'on n'a pas de LP dessus, mais si on en farmerait, on prendrait probablement des LUSD ou de l'Ether avec, Ok. ou des arbres si on a besoin. Enfin, voilà, quelque chose de plus fiable, disons, et pas, on n'est pas marié à nos VE NFT. Après, voilà, en gros, la réalité, c'est quand même que la plupart des projets sur lesquels on est actif, on a des raisons, on a une relation avec le projet, on a obtenu ces positions parce qu'on leur apporte un différent soutien, et donc on est conscient de ça et on est plutôt dans une perspective où en gros, c'est quand même, on reverrouille en gros une proportion qui va de 50 à 100% des tokens qu'on a. Ah ouais, Enfin, ouais, donc ok, bah, très bien. Mais vous êtes, bah, écoute, c'est bien, c'est bien, c'est bien. De toute façon, vous êtes dans une perspective d'accumulation et voilà, hein, et de vous tout à exposer fait. de plus en plus. Donc, vous sélectionnez bien les protocoles et vous essayez d'accumuler de plus en plus. Ok, C'est ça. On a tu vraiment me cette logique-là. renommes. Ah, Pardon. Là, je te vas-y, non, montre juste, parce que ça, c'est un site qui permet d'avoir une perspective sur les différents projets donc, qui ont des modèles de wars, comme on appelle. Donc, par exemple, tout le monde a entendu ouais. parler des curve wars. Et DefiWords.xyz. c'est ça. Et donc, cet outil-là, il va vous donner un peu un aperçu de ce qui se passe dans différentes wars. Donc là, par exemple, on est sur Curve, et tout le monde connaît bien que sur Curve, convexe prend beaucoup de Oui, place. Bah là, on le voit quand même assez bien sur le petit camembert, puisqu'en gros, la moitié du camembert, c'est convexe ici, avec son ouais. CVXRV. Et on retrouve après d'autres gros joueurs de l'écosystème Curve, avec par exemple Mjorn ici,
ou le fameux Stake DAO, avec quand même 9% des VE bloqués ici. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est que outre ces liquid wrappers, donc les protocoles qui construisent sur le token verrouillé, on peut aussi voir les différentes whales. Et donc on peut aussi voir, par exemple, là ça c'est Michael Egorov, le créateur de Curve, qui a quand même 4% de tous les VE verrouillés. Oui, écoute, c'est très bien. Qu'il en lock plus. Oui, c'est pas énorme par rapport à la quantité de CRV qu'il possède. Hein. Il pourrait être haut dans le classement. Moi, je trouve qu'il est conservateur encore. Et donc, sur DeFi Collective, vous pouvez voir ici les différentes positions. Alors, il n'y a pas forcément encore tout, mais ça vous donne quand même une idée. Et si on va sur Rétro, là, on fait un petit tour sur Rétro. Alors, vas-y, on va ouvrir Rétro. Qui sont les whales, là? Qui sont les whales? On va avoir, comme d'hab, généralement, les plus gros, c'est quand même les liquid wrappers. Donc là, c'est le Live Retro, par exemple. Et après, il y a quelques gros protocoles. Et vous voyez que, quand même, grosso modo, DeFi Collective est déjà dans le top 10. Ou pas loin, sachant qu'on est arrivé un peu tardivement dans cette course-là, quoi. Et on est largement au-dessus de protocoles comme Frax, Gamma, Kidao, Jarvis, Angle, Bifi, des choses comme ça. Donc on est déjà pas mince, disons, dans cette course-là, parce qu'on a aussi quand même été assez agressif dans l'accumulation. Ce qui est intéressant aussi, c'est de... vous continuez de l'être. Oui. Et ça vous exprime aussi peut-être ça c'est plus intéressant parce que bon voilà, il a 700 000 rétro, ça vous dit pas forcément grand chose, mais là où c'est plus pertinent, c'est qu'il vous donne le pourcentage des VE CRV ou des VE rétro ou VE qu'importe par rapport à l'entièreté des tokens lockés. Et donc ça c'est important parce que grosso modo ça veut dire qu'en fait voilà, nous avec 1,20% des VE rétro, ça veut dire qu'on est en capacité de diriger chaque semaine 1,20% de toutes les émissions produites sur rétro. Et donc après, vous pouvez même aller plus loin dans vos maths là, puisque c'est public, vous pouvez voir facilement combien de rétro produits chaque semaine. Et donc vous pouvez faire la pondération et être en mesure de dire, ok, d'accord. Donc en fait, je vais vous donner des chiffres un peu fantoches, mais pour qu'on se suive bien. Mettons, il y a 100 000 rétro produits chaque semaine. C'est probablement beaucoup plus que ça. Hein. Donc voilà, le collectif, il a 1,20% de tout ça, donc il est en mesure de diriger 1200 rétros chaque semaine. Le rétro, il vaut $1, c'est pas du tout le cas, mais c'est pour que ça soit simple. Donc ça veut dire que le collectif, il est en capacité, grâce à sa position rétro, de diriger $1200 d'incitation par semaine sur Polygon Post. Voilà, ça vous permet vraiment de descendre à ce niveau-là. C'est super. Et donc, du coup, je suppose qu'évidemment, il y a du bribering et tout ça. Là, attends, là, par exemple, ça montre dans ce token wars, tu vois, les VE sur lesquels vous êtes impliqué? C'est ça. C'est réaliste. De toute façon, c'est réaliste. Le développement s'est arrêté pendant un temps, mais la communauté s'est mobilisée et a un peu ressuscité le projet en apportant des grains aux gars qui bossaient là-dessus pour l'instant gratuitement. Donc ils sont en train de rajouter de plus en plus de protocoles. Par exemple, ils ont rajouté les Aerodrome Wars récemment, le fork de Vélodrome. Donc c'est réaliste. Il manque encore quelques trucs. On n'a pas exactement tout, mais vous avez l'essentiel et ce qui manque devrait arriver dans pas trop longtemps. Ok, c'est très sympa. Mais en tout cas, c'est encore un outil qui permet de suivre, d'auditer un petit peu la défi. Hein. C'est ça, c'est super pratique. Et notamment pour, avant de rentrer dans ces projets-là, pour avoir une idée de qui sont les parties prenantes. Donc si on prend un autre truc un peu plus gros, vous pouvez avoir un peu une idée de qui contrôle le game, quoi, j'ai envie de dire. Donc là, par exemple... non, vas-y, excuse-moi. Non, là, juste pour vous montrer un autre, ça c'est Aura, donc c'est le fameux convexe de Balancer, pour le décrire simplement. Et on retrouve dedans voilà, des acteurs qui sont quand même assez connus pour être assez impliqués dans ce jeu-là. Donc par exemple, la Gnosis DAO, qui a été assez présent depuis le début. Humpy, qui est un peu la whale de Balancer, plus ou moins controversée. Et voilà, AV, qui a une relation de longue date avec Balancer et Aura. Et par exemple, un autre protocole, Stargate, qui a des liens aussi avec Aura par la personne de Maki. Ok, c'est super intéressant ce que tu racontes. Aura, vous êtes dessus, vous en servez? Ouais. Tu peux le voir dans la page. Donc en effet, pour l'instant, on a une position Aura. On s'en sert pour produire du rendement, mais c'est pas le plus efficace dans notre perspective pour diriger de la liquidité. Donc on explore qu'est-ce qui va être fait avec.
Mais quels sont vos petites chéries dont enfin, les protocoles que vous aimez? Donc, tu as parlé de rétro, je pense. Maverick, alors est-ce que ça a la même logique? Je sais pas, je vois. Alors, Maverick, ça aura la même logique, c'est juste qu'ils sont pas encore rajoutés dans cet outil-là, parce que même si tu peux verrouiller du MAV à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas encore tout le système de WARS, de direction de liquidité, ainsi de suite. Mais j'imagine que quand ça arrivera, la fameuse saison 2, phase 2, pardon, comme il l'appelle sur Maverick, ça sera rajouté assez rapidement dessus. Puis pour nos petits chéris, bah, tu peux les voir assez facilement ici. Voilà, j'allais dire par les amplitudes. Alors après, faut pas non plus assumer tout. Tu vois, par exemple, je te parlais de notre relatif pessimisme sur Chronos. Tu vois, la stratégie quand même d'accumulation sur Chronos, elle sera pas peut-être la même que sur Retro. Mais ça, c'est intéressant. C'est aussi pour ça que je suis content de t'avoir en live, que tu commentes un petit peu. L'autre truc donc là, on voit les différents protocoles. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots très rapidement sur chacun Ouais, non, bien sûr. Voulez, hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, celui que vous voyez tout en haut de la liste, là, c'est Ramsès. Ça, c'est un protocole similaire, mais sur Arbitrum. Donc là, ça, c'est une relation de longue date qui datait déjà de l'époque Liquidity. Donc là-dessus, on est très très bullish aussi. Il y a beaucoup de raisons de l'être. Et surtout, c'est pas juste une question d'être bullish, c'est que ça nous permet d'accomplir des résultats par rapport à notre impact. Quand on viendra à la section impact tout à l'heure, on en parlera peut-être. Mais notamment, rapidement, ça nous a permis de développer la liquidité pour LQTY et LUSD sur Arbitrum de manière conséquente. Donc, très très content de continuer à agrandir la position. Sur Retro, c'est plus un partenariat un peu moins basé sur l'impact immédiatement, parce qu'on n'a pas de projet directement au sein de notre périmètre qui sont sur sa chaîne à Retro, Polygon POS. Mais l'équipe en elle-même est très réceptive au projet du collectif, et elle fait partie des donatrices initiales. Donc voilà, ils nous ont soutenus spontanément sans attendre quoi que ce soit en retour. Nous, on a réussi à dégager une très bon revenu de cette position-là. Donc, on n'a pas de problème, vu qu'a priori, j'ai envie de dire, les perspectives futures sont plutôt enthousiasmantes. On est content de continuer à accumuler. Voilà. Sur Vélodrome, c'est pareil, c'est une relation d'assez longue date qui date aussi de l'époque de Liquidity, et c'est toujours utilisé à cet effet pour soutenir la liquidité des paires LUSD sur Optimism. Alors, on n'est pas en mesure d'en accumuler autant que des projets comme Ramsès ou Retro, mais on a déjà quand même une position assez respectable. Et oui, tout à fait. Donc voilà, on est content de la mobiliser. Tu vois ici, par exemple, on est juste derrière Synthetix en termes de nombre de c'est pas mal, c'est beau Synthetix. Hein. C'est vrai que votre petite colonie de fourmis, elle est bien positionnée sur quand même quelques protocoles stratégiques, parce qu'il y a des géants. Frax, c'est un. C'est ça. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'on met quand même dans la plupart des races. Frax, on a 2 fois Frax. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Donc j'en étais où? Chronos, on a fait le tour tout à l'heure. Je pense qu'on va pas s'éterniser plus que ça. Aura, pareil, on a fait un petit zoom dessus. C'est bon. Donc Aérodrome, c'est ça. C'est le fork de Vélodrome sur Optimism. Et là, en fait, il n'y a pas beaucoup de protocoles qui ont accumulé, comme vous pouvez le voir ici. C'est plutôt des gros individuels. Mais bon, voilà, on est ici, on n'a pas une énorme position, mais on est dans une accumulation rapide grâce à des positions farming assez optimisées. On augmente la position d'environ une 30% par mois, pardon. Donc, ça s'est appelé à... c'est pas mal. À aller assez vite. Et Camelot, c'est pareil, c'est juste que c'est récent, donc on est une fourmi pour le coup là, une vraie fourmi, parce qu'on n'a pas grand chose, mais ils ont été spontanément assez supportifs de différents projets qui sont dans notre périmètre sur Arbitrum, et donc on se positionne aussi dans la perspective que sur le long terme ça pourrait être pertinent, sachant que eux ils sont un peu dans une phase entre deux où vous pouvez verrouiller le token donc Grail pour obtenir du X-Grail. Ça vous donne accès à des rendements, mais il n'y a pas encore cette capacité à diriger la liquidité par possession du token. Donc, on est plus dans une perspective où on se prépare à l'arrivée prochaine de ça, et en espérant que d'ici là, on aura une position un peu moins de fourmis pour pouvoir impacter le jeu. Alors, attends, je te fais remonter des questions. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des questions par rapport à... Alors, ça a défilé. Il y a une question ici. On peut déposer où les VO rétro pour toucher les bribes? Petite question technique. Ouais, bah voilà, il y a plusieurs.
Ah, c'est vrai qu'ils avaient des problèmes avec leur site, c'est toujours pas réglé ça? Pardon, Normalement, tu sais, dans ta Vélo, théorie, il faut plusieurs front-ends, il faut que ouais, chacun non, mais puisse. c'est un bon exemple. Tu vas voir, regarde, là, on passe Ouais. par le front-end alternatif, justement, qui est sur IPFS. Attends, Et c'est donc, pour accéder à Vélodrome, il faut que tu fasses un truc, c'est quand même l'enfer, la défi, hein. Mais bon, c'est un bon exemple de résilience. et donc, concrètement, pour ceux qui ont des VE Vélo, ça se passe directement sur le site de Vélodrome ou un des sites de Vélodrome où ils vont pouvoir voter. Donc, ils ont quand même, parce qu'ils ont eu une attaque sur le front-end justement hier, et vous pouvez voir ici Ah ben, ils ont 5 front-end au total accessibles. Et on parlera tu après salues. peut-être de la question des front-end. Mais du coup, c'est assez pratique. Alors tiens, c'est marrant, on tombe aussi sur voilà, des petites opportunités. Là, une petite paire stablecoin Ah, à 70%, je vous la montre au passage, 69% ce quasiment, qui est quand même impressionnant, quand il y a la TVL là-dessus. sur 283 000 dollars de TVL. C'est pas énorme, mais c'est pas nul. C'est ça, mais c'est parce que c'est une paire sur laquelle on a mis l'accent récemment. Et regardez aussi, juste en bas, vous en avez une autre quand même à 54% sur du... Bon, attends, temps mort là. Temps mort parce que qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pardon. Non, mais c'est quand même, c'est des vrais rendements, ça. Moi, Si, tu si, sais que c'est bien sûr. Ouais. c'est donc ça. Donc Bah, pendant, ça dure combien de temps? Est-ce que tu nous ferais quand même une petite bien sûr. explication? Parce que moi, quand je vois 60 ou 50%, bon, tu sais, j'ai mon âme de singe qui en demande en général pas plus, mais bon, mon âme de fourmi écrasée, d'où ça vient? Bah, disons que là, plusieurs conseils pratiques, disons, de bons petits farmers consciencieux, c'est déjà de comprendre la mécanique sous-jacente. Donc, c'est des questions de round par semaine de vote et en fonction de qui a voté sur combien de paires. Non, pardon, là, on est sur les... oui, que je me trompe pas aussi, on est sur les APR de vote. Oui, je me disais qu'il y avait un truc qui collait pas quand même, elles sont un peu élevées. Les APR de pool, elles vont être là-dedans. On peut les mettre ici, tu vas voir les plus Mais grosses. attends, mais tu reviendras sur les APR de vote un Ouais, peu ouais. aussi, hein, parce que ça m'intéresse. Alors là, parce que c'est ce qui va intéresser aussi tout le monde, hein. C'est-à-dire peut-être donc c'est très Ah, très cool. On voit les outils, on apprend plein de trucs. ouais. Là, c'est on dépose, on est sur Vélodrome. Vélodrome, c'est, je veux pas dire de bêtises, c'est Arbitrum. Et Optimism, Optimism. Optimism, ah, attends, LC, Ouais. Aéro- donc, très bien. Vélo.drone.is.limo parce que là c'est le site alternatif. Mais donc ouais, donc la fameuse paire stable dont on parlait, la grille à USD en LP, elle est à 19,36%. C'est quand même, Oh, une bagatelle. c'est quand même assez respectable. Mais ouais, Ah ça me oui, c'est très semblait un peu gros respectable. par De toute rapport à façon, nos votes. Je me disais merde, qu'est-ce qui s'est passé. non, mais Euh, c'est quand même très intéressant. Vas-y, mais attends, mais donc farmer des ouais, stablecoins à 19%, je pense que dans la TradFi, ça se trouve pas tous les jours, hein. Donc, donc là pour suivre la logique, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des, donc ça dépend des votes que les possesseurs de VO Vélo, donc qu'on a vu là-haut, vous pouvez les retrouver ici, donc Optimism, Inverse, Millennium Global, Cubic, ainsi de donc suite, vous et êtes aussi le membré, collectif, c'est ça. donc vous avez accumulé du vélo token Tout à de façon fait. conséquente. Donc chaque semaine, ils vont pouvoir placer leur vote sur différentes poules. Et grosso modo, à heure de France, alors il y a eu le changement d'heure, pardon, mais ça doit être quelque chose comme le jeudi à 1h du matin, c'est le début de la nouvelle époque. Donc si vous êtes intéressé à apporter de la liquidité sur ces échanges-là, c'est peut-être le meilleur moment pour le faire, ou en tout cas jeudi matin, c'est bon, vous n'avez pas besoin de vous lever à 1h du mat pour aller poser dans des poules. Tout simplement parce que ça veut dire que les nouveaux rounds de démission viennent de commencer, et donc que vous avez une visibilité d'au minimum une semaine devant vous, puisque la distribution de ces récompenses est allouée par semaine. Donc là, vous pouvez Mhm. voir en haut, on est maintenant vendredi après-midi, et donc il reste environ 5 jours sur l'époque actuelle. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, en vous plaçant le jeudi assez tôt, vous avez cette visibilité d'une semaine. Et après, il faut aussi essayer d'avoir un sens de qui supporte cette pool, d'où vient le yield, et en gros, est-ce que ça va disparaître la semaine prochaine ou est-ce que c'est appelé à rester? C'est un peu ça la Ça, logique. c'est quand même une science, hein. Ah oui, bien sûr. Mais bon voilà, après des rendements conséquents, c'est pas non plus sans travail. Ah ben Euh, évidemment. Évidemment. Puis ce qu'il faut voir, c'est que généralement, c'est des projets qui sont en train de grossir, disons, des nouvelles poules qui ont, puisque c'est un jeu compétitif au final, la liquidité et l'allocation de ces récompenses. Donc voilà, par exemple, USDV, c'est un stablecoin qui s'est lancé encore assez récemment. Là, vous voyez Ah, qu'il y a une paire à 30%. C'est probablement qu'ils sont
ils sont en train d'essayer d'assez agressivement grandir leur pool de liquidité. Alors après, est-ce qu'ils ont capacité à maintenir dans le temps tout ça? Voilà, on regarde ici, là, sur les protocoles qui possèdent du vélo. Apparemment, il n'y a pas Vador, je crois qu'il s'appelle, ou je sais plus exactement comment c'est celui-là. Il n'est pas là pour l'instant. Donc peut-être c'est qu'il n'est pas tagué ou qu'ils n'ont pas de position vélo. S'ils n'ont pas de position vélo, ça va peut-être être plus dur pour eux de maintenir dans le long terme, parce que ça veut dire qu'en gros, là, c'est une dépense nette pour eux qu'ils font chaque semaine en incitation pour arriver à ces récompenses-là, quoi. Ok. C'est quand même. L'USDV, je ne le connaissais pas du tout, parce que tu pourras nous parler, évidemment, il y avait un gros sujet GHO, un petit sujet stablecoins. Ah, c'est ça, c'est pas Vader, pardon, j'ai confondu avec un autre, c'est le Verified USD. Ah, je crois que c'est un nouveau truc de Real World Assets, ça, c'est ça. Mais parce qu'après, moi, tu sais que j'ai une expérience mitigée des stablecoins. Hein. C'est-à-dire que je suis connaisseur, j'ai rencontré dans ma vie des stablecoins qui ne l'étaient pas. Connaisseur et victime. Je m'y intéresse souvent après, malheureusement. Oui, donc celui-là, je sais pas quand il date exactement, quand est-ce qu'il s'est lancé. Alors attends, laisse-moi voir si on arrive à trouver un truc, peut-être dans la charte, elle a commencé quand. Oui, il est sur CoinGecko depuis la mi-novembre, par exemple, donc il est assez récent, et comme tu peux voir, il a eu un peu de volatilité, mais on n'est pas non plus sur de la volatilité monstrueuse. Hein. Parce que le plus bas, là, qu'on voit ici, qui a l'air de faire peur, c'est 99,73. Ça va, tu sais, nous, avec Go, on prendrait ça avec grand plaisir. Donc voilà. Mais bon, ça c'est plus pour le côté comment analyser tout ça. C'est vrai qu'on s'est un peu perdu en route. Peut-être juste pour finir sur le rapport. Donc on avait fait la partie revenu. Donc c'est ce que vous voyez là. Donc là on parlait plutôt. En fait, on parle un peu des trois à la fois, hein, parce que nous on fait ces trois activités-là, c'est-à-dire qu'on va être apporteur de liquidité sur des protocoles comme Vélodrome ou d'autres, hein, mais qui fonctionnent avec des modèles similaires. Et donc ça, c'est la section jaune de ces barres de revenus. On va également, comme vous avez pu le voir, on était où nous? On était là. Comme vous avez pu le voir ici, on contrôle différentes positions de ce type pour différents DEX. Et c'est ça qui nous permet de dégager du coup les barres rouges et les barres bleues, grosso modo. Donc les rouges, c'est les bribes collectés sur les différentes paires. Et les bleus, c'est les frais collectés grâce à l'activité d'échange qui a lieu sur les paires sur lesquelles on vote. Grâce au swap, parce que vous êtes C'est ça. Donc en fait, on est entre guillemets, on est long volume, dans le sens où vous pouvez le voir sur même les barres bleues qui varient pas mal. Bon, il y a la manière dont on a nos votes qui vont être un facteur, bien sûr, mais elles ont aussi une grande corrélation avec tout simplement le volume d'activité d'échange sur l'échange en question. Puisque voilà, c'est pas tellement une question d'être long sur les tokens en soi. Hein. En fait, on est à la fois long et short, on s'en fout. On est vraiment long volume, dans le sens où le pire pour nous, c'est quand il se passe rien, quand le prix bouge pas, et donc les gens ils sont pas intéressés à échanger de tokens quand le prix bouge pas. Par contre, si le prix bouge beaucoup, que ce soit la hausse ou la baisse, généralement là, il y a de la panique, il y a beaucoup d'achats, il y a beaucoup de ventes. Qui dit beaucoup d'achats, beaucoup de ventes, dit beaucoup de volume, et dit des fourmis contentes. Ok, attends, quand même, parce que le problème, c'est que souvent, il y a de l'impermanent loss. Donc, vous êtes sur quel type de LP? Alors, qu'on se comprenne bien, là, ça, c'est sur les activités de vote. Donc, en soit l'impermanent loss, c'est le problème des LP. Nous, on n'est pas forcément exposé aux paires sur lesquelles on vote. Après, ça arrive sur certaines paires qu'on a attends. Excuse-moi, c'est une redistribution des fees sur lesquels comment dire, des pools dans lesquels vous avez voté. Donc vous n'avez pas forcément contribué à un LP. C'est ça. Le LP, ça serait le jaune en fait. Le LP, c'est le jaune. Donc votre exposition à l'impermanent loss, elle est au niveau du jaune. Tout le reste, ça vient de la gouvernance. Le rouge et le bleu, c'est de la gouvernance. Tu pourrais le dire comme ça, oui, c'est dérivé des activités de vote sur ces fameuses gauches. Ouais, ok. Et ok. Mais par contre, ça suppose d'avoir une sacrée confiance dans le jeton de gouvernance accumulé. Parce que... Ah oui, et puis qu'on soit explicite, ces tokens-là, du coup, pour avoir ces positions VE, il faut verrouiller les jetons. Donc, je crois qu'on l'a dit, et peut-être rappeler la période. En fonction des échanges, ça va de 2 à 4 ans. Donc, je crois que par exemple, sur Retro, c'est 2 ans, mais sur Vélodrome, c'est 4 ans. Donc, ça d'ailleurs, je crois que tu le mets dans le report, c'est que vous avez quand même une grosse partie de la bankroll qui est loquée sur des années. C'est ça.
C'est ce qu'on va voir ici où on fait un peu pour contextualiser le revenu, parce que bon, ça peut être un peu mignon de présenter un beau chiffre de revenu, mais il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc pour aider à avoir un peu de contexte à ce niveau-là, on parle en effet on catégorise un peu nos positions. Donc là, on peut voir que par exemple, il y a environ 342 000 dollars à fin octobre pour les différentes positions verrouillées qu'on avait sur différents layers 2. Alors Et attends, je te fais une ouais. petite pause sur ces versions verrouillées. Est-ce que, à la louche, hein, tu as une date comment dire, une échéance de lock moyenne à la louche? Je te dis, c'est entre 2 et 4 ans. Après, on C'est les laisse pas chaud, hein. périmer. On renouvelle les locks fréquemment pour Donc, pouvoir idéalement, ta maximiser la vision, c'est à puissance. vitam éternel. Oui, et puis faut peut-être aussi ramener un dernier élément, c'est que ces positions, c'est donc des VE-NFT, comme on les appelle. Et en soi, ils sont verrouillés, mais représentés par une position NFT qui, elle, est liquide. Donc, dans le Ah, sens où si on voudrait se séparer d'une position, on pourrait le faire en cherchant un acheteur OTC, comme on l'appelle, over the counter, donc de main à la main, pour ce attends, c'est super intéressant VE-NFT. ça, parce que oui, parce que évidemment, c'est matérialisé. Il existe ce marché? Il existe, mais c'est vraiment penser aux jeux vidéo à l'époque où il n'y avait pas de maison d'enchères et de trucs comme ça, et vous alliez en ville et vous disiez, je sais pas si tu te souviens, mais tu sais, c'était en anglais, WTB, là, want to buy, épée de la mort Oui, qui oui, tue oui. plus 10, et puis tu disais, ah ouais, moi j'ai ce WT, truc-là, ou des pièces d'or, quoi. yes. Et souvent, C'était t'achetais pas pareil sur avec des Bitcoin pièces Talk, d'or, hein. d'ailleurs. Tu C'était achetais pareil. pas avec... Ouais, C'était pareil sur Bitcoin Talk, hein. Want to buy, want to sell. C'est carnet d'ordre sur un forum à l'ancienne. c'est ça. C'est en général le carnet d'ordre sur forum, enfin, c'est dur voilà, de faire des échanges. Mais non, non, mais c'est intéressant. Est-ce que il existe un site ou une référence sur ce marché des positions lock? Ça dépend en fait vraiment des échanges. Je crois que pour Vélodrome, il va y avoir peut-être quelques NFT à vendre sur OpenSea. Alors attends, on va aller voir ça tout de suite. Mais là, ça Mais ressemble. Alors là, ce qui est marrant, c'est que ça ressemble à un marché de bonds, hein. C'est des bonds. Puis parce que tu as sans doute du yield, comment dire, une échéance à l'issue de laquelle tu récupères ton principal. Alors après, le yield n'est pas. ah, alors là, pardon, c'est pas Vélo, mais pour le coup, c'est un peu la même chose. C'est Ramsès, Voilà, c'est vous y Ramsès. étiez, de toute façon. Et là, on peut voir qu'il y a, bon, lui, il se fout de votre gueule, hein, parce qu'il essaie de vous vendre 25 Ramsès loqués, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais voilà, après, c'est des outils. Via OpenSea, c'est pas très pratique, parce que tu vois, tu vas C'est avoir ça. génial, hein. Donc là, tu vas avoir, voilà, lui, il a le lock 80-89 qui a environ 15 211 RAM, et il vous en demande 437 dollars ou 0,21 Ether. Mais après, du coup, il faut aller sur CoinGecko, aller voir le token RAM. D'accord. Alors, le gars, il a 15 211 RAM. D'accord. 15 211 RAM. Ça fait 537 dollars. En effet, ce gars-là, il vous propose un petit discount par rapport au prix facial, j'ai envie de dire, puisqu'a priori, si vous achetiez vous-même les 15 211 RAM, vous en auriez pour 537 dollars. Là, lui, il le vend à l'équivalent de 437 dollars, soit environ 20% de discount. C'est quand même un peu gourmand pour une position Ramsey. Généralement, c'est un peu plus bas. Donc voilà, à voir. Vous en avez accumulé sur le marché secondaire? On n'est pas trop rentré encore dans le jeu-là, parce que en fait, c'est un marché qui va être, tu as besoin d'outils pour faire ça bien, quoi, concrètement. C'est-à-dire que par Ok. exemple, sur le marché des VE NFT vélo, on va essayer de le trouver. C'est peut-être Ah, mais alors, celui-là. tu vois, ce marché, alors ça c'est génial, je ne le connaissais pas du tout, et pourtant c'est intéressant. Est-ce que ça existerait sur les VE Servé, enfin je sais pas comment il s'appelle. Alors, pas sur VE-Servé, du coup, parce que VE-Servé n'a pas cette fonction de... ils sont pas représentés par des VE NFT, les positions CRV. Ok, ça c'est les nouveaux protocoles, c'est une C'est ça. évolution en fait qui font que en fait ces positions loquées peuvent quand même s'échanger. C'est génial, j'étais pas au Ouais. courant. Et après, il y a même des protocoles qui, donc là, on part sur Chronos. Hein, bon, j'avais dit que je suis pas très bullish sur le DEX, mais il y a une chose qu'ils ont fait bien, c'est il y a cette capacité ils ont fait une plateforme directement pour évaluer enfin pour acheter et vendre les VE CHR du coup. Et disons que c'est un peu plus pratique que de le faire sur OpenSea, parce que là, du coup, immédiatement, vous pouvez un peu avoir une idée. Alors, est-ce qu'ils ont inclus l'idée de discount?
Non, mais il vous donne un peu, voilà, si vous pouvez le calculer assez facilement parce qu'il vous donne tous les paramètres. Donc là, vous voyez que le gars, il a ce VECHR 886 là, qui a environ 27 000 CHR, à valeur faciale de 106 dollars si vous veniez à acheter 27 000 CHR sur le marché pour les verrouiller. Et là, il le vend à 73 dollars environ, soit, on va dire, 25, 24, 23% de discount. Donc ça reste encore cher pour un VECHR, hein, parce que le vrai discount à l'heure d'aujourd'hui, il est plutôt dans les 50 à 60%. Mais voilà, ça vous donne une idée, c'est quand même une meilleure affaire que, par exemple, acheter vous-même vos CHR pour aller les verrouiller. Mais après, voilà, il y a plein de gars qui tentent des trucs insensés, hein. Par exemple, celui-là, il vous propose de vous vendre un NFT qui a 20 dollars de CHR token pour la modique somme de 180 dollars. Oui, non, mais les marchés sont très illiquides, les marchés sont efficients, mais c'est quand ils le sont, mais vraiment pas souvent. Donc, Mais c'est pour ça que je te parlais d'outillage tout à l'heure, parce qu'au final, les gars qui s'en sortent bien sur ces marchés-là, ça va être ceux qui, en fait, suivent toutes ces positions, suivent le prix du VHR, et ils définissent un discount auquel ils vont acheter automatiquement. Donc, par exemple, ils ont mis des paramètres pour dire que ils analysent toutes les un peu comme Block. marché. Et si tu me trouves un VENFT qui a au moins, je sais pas moi, 10 000 tokens, parce que le gars il veut pas s'embêter à acheter un NFT avec 3 tokens, et qui a au moins 70% de discount en ETH, USDC ou je sais pas quoi, alors tu buys automatiquement. C'est vraiment des bots comme ça, quoi. Mais moi, tu sais que je suis quand même très bullish marché secondaire parce que, en fait, la propension des gens à loquer leur NFT, leur jeton de gouvernance est quand même tributaire de la possibilité, peut-être, un jour, de sortir moyennant un discount, tu vois. Donc, je pense que si le marché secondaire est actif, ça te donne d'autant plus envie de loquer. Donc, ça réduit quand même la supply, ça augmente la gouvernance. Cette évolution, en fait, des tokenomics avec ces fameux VE, mais maintenant ces marchés secondaires, moi, je trouve ça plutôt cool. Hein. Et je ne connaissais pas. Mais donc, ouais, c'est aussi à mettre en perspective cette histoire de discount, qu'en gros, le discount moyen, c'est un peu dur à donner, mais il va entre 20 et 50%. Donc là, nous, on donne la valeur faciale des NFT. Hein. Il faut quand même, en gros, les crémer de ce chiffre-là, environ 20 à 50%. Si on venait à dumper toutes les positions immédiatement sur le marché, on n'obtiendrait pas 342 000 dollars, on obtiendrait peut-être plutôt, je sais pas moi, 250 000. Mais de toute manière, encore une fois, comme c'est vraiment une position essentielle du collectif et un truc vraiment critique pour nous, c'est pas la volonté. Après, il va y avoir quand même de la gestion de position sur le long terme, bien sûr, mais le gros des positions est là pour rester. Ok. Donc, donc ça, c'est juste pour finir sur ce rapport de revenus. Ça, c'est les positions au niveau. Donc, on a parlé des locks assez en détail. Là, on a les positions, ce qu'on appelle les liquid position value. Donc, ça, c'est les positions, donc, effectivement liquides. Donc, ça va être généralement des positions de LP. Donc, pas forcément que des LP sur des DEX. Hein. On est, par exemple, aussi apporteur de liquidité sur AV. On dépose des LUSD sur AV, par exemple. Et donc, ça aussi, c'est comptabilisé là-dedans. En gros, ça, c'est réellement mobilisable immédiatement. Donc au 30 octobre, si on avait décidé de plier bagages et de fermer toutes les positions, on aurait pu récupérer ce chiffre-là. Et donc le L2 revenu, ce que vous voyez ensuite, qui est, comme vous le comprenez bien, à l'heure d'aujourd'hui, le plus gros du revenu généré, en tout cas sur la période d'octobre, il correspond à ce que le cumul de ces deux permette de produire. Puisque donc, on le disait tout à l'heure, grosso modo, la répartition se fait un peu comme ça. Le rouge et le bleu, ça vient des positions loquées. Et le jaune, ça vient des positions liquides. Après, il faut quand même avoir en tête qu'il y a un peu une interaction entre les deux, puisque les positions loquées nous permettent de voter sur des LP où nous sommes parfois nous-mêmes LP. Donc, en gros, le bleu et le rouge sont en mesure d'influencer le jaune. De nourrir le jaune. C'est ça. Ouais, bien sûr. Pas systématiquement, puisqu'il faut qu'on soit nous-mêmes LP, mais en fonction des paires, ça peut être plus ou moins intéressant de le faire. Donc, on essaie un peu d'avoir cette sainte trinité où on est à la fois LP, voteur sur la pool, driver sur la pool, et comme ça, on peut récupérer et avoir le maximum d'efficacité. Après, vous êtes quand même chaud sur le locking, enfin, tu vois, l'investissement long terme, mais ça fait partie du collectif. Enfin, c'est bien, parce que 2 ans, 4 ans dans les cryptos, ça c'est... Bon, toi, ça te fait pas tomber les cheveux, mais chez la plupart des gens, c'est le cas. Hein, donc, tu dois bien te débrouiller. Ça va, du survie. Après, on a la même logique sur le mainnet, sauf que sur le mainnet, on n'a pas vraiment de lock, dans le sens où, bon, on avait un petit débat sur les positions VLORA, qui, pour être mobilisé en VLORA, tu dois les verrouiller 4 mois. Donc on s'est dit, voilà, bon, 4 mois, concrètement, on compte ça comment? Étant donné que c'était la seule position verrouillée sur le mainnet et que c'est vraiment
pas une énorme période, 4 mois. Pour l'instant, on l'a fait rentrer dans les positions liquides, même si techniquement, elle n'est pas immédiatement liquide. Elle est liquide à horizon de quelques mois. Mais à voir à terme, peut-être que sur L1 aussi, si on commence à avoir d'autres positions loquées, par exemple sur 1 an, là, en effet, on va commencer à ségréger à part pour avoir une plus grande visibilité là-dessus. Mais donc, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Sur Mainnet, c'est beaucoup plus modeste, comme vous pouvez le voir, environ 1392 $ de revenus. Mais ça, c'est plus dû au calendrier, tout simplement parce qu'en fait, l'essentiel des positions Mainnet, ils ont été déployés en gros après le 25 octobre à peu près, voire même un peu plus tard. Donc, elles ont tout simplement eu que quelques jours pour produire leurs revenus en octobre. Et donc, ça n'a pas fait un très grand revenu en octobre. Sachant qu'aussi, on a ce principe qu'on explicite en haut, mais que par rapport à comment on compte le revenu, c'est donc là. Donc c'est ce premier principe de, en gros, tant qu'on n'a pas claim, ça n'existe pas pour nous. Donc dans le sens où ça n'est pas compté dans la comptabilité tant que ça n'est pas claim. C'est assez logique, mais ça permet d'avoir un peu de sens dans la folie, disons. Et après, il y a la question du gaz. Alors sur les L2, c'est pas vraiment un problème. On a des positions assez conséquentes et le gaz est faible, donc on peut se permettre de faire les récoltes toutes les semaines et du coup notre compta à la semaine tranquillement. Sur le mainnet, bien sûr, c'est pas la même histoire. Et donc, du coup, là, on a cette logique où déjà, on fait la compta et la récolte au mois, au mieux. Et après, on a ce principe que, en fait, on regarde la quantité de gaz qu'on va payer par rapport à ce qu'on va claim comme reward. Et on ne claim que si le gaz payé représente moins de 2% de la somme qu'on récupère. Et si ça n'est pas le cas, alors on laisse la position tourner 1 mois de plus jusqu'à qu'on arrive, ou 2 mois de plus, ou 3 mois de plus, jusqu'à qu'on arrive au moment où en effet ça fait moins de 2% et là on le claim. Bon, tout ça pour dire qu'en gros Mainnet c'était en train de se lancer tranquillement et que le revenu va... Bon, j'ai les chiffres pour septembre, il s'améliore largement, mais voilà, ça va prendre un peu plus de temps parce que bien sûr sur Mainnet il y a plus d'inertie, quoi. Ouais, donc, mais écoute, c'est très cool. Bon, tu nous as quand même fait un bon tour de piste du report. Alors, qu'est-ce que j'avais moi comme il y a peut-être comme juste les derniers question? petits trucs, tant qu'on y Ouais, est. C'est vas-y. côté dépenses, c'est un mois un peu spécial puisqu'en gros, là, vous le voyez ici, toutes nos dépenses, c'est du gaz. C'est dû au fait, là, bienvenue en gros dans la comptabilité un peu de boîte presque, c'est dû au fait qu'en gros, on a un décalage d'1 mois par rapport à nos dépenses plus d'activité, j'ai envie de dire, dans le sens où, par exemple, les premiers contributeurs ont commencé à travailler en octobre, pardon, comme le collectif a commencé à tourner en octobre. Mais du coup, leur premier salaire, il leur a été payé au début du mois de novembre pour la période d'octobre. Et donc, ils rentrent pas dans la comptabilité d'octobre, puisque là, on compte que ce qui s'est passé du 1er au 30 octobre. Donc, en fait, le mois prochain, on va avoir plus de dépenses, notamment les dépenses des contributeurs qu'on explicite ici, environ à 5-6K $ au total, en fonction de combien sont effectivement onboardés à ce moment-là. Et peut-être d'autres dépenses aussi dues par exemple, aux frais légaux de mise en place du collectif. Donc en fait, le vrai challenge pour nous en termes de auto-soutenabilité, si ça se dit en français, c'est la question de tenir l'équilibre revenu-dépenses en octobre. Mais bon, a priori, les revenus sont en tendance largement haussière. Donc même si on Après, tu a... n'as même pas compté le principal. Si tu comptais le principal, ça serait easy. Oui, non, mais on va jamais compter le principal. Mais bon, voilà, on a aussi que 237 $ de dépenses en octobre, donc c'est quand même assez facile d'être largement profitable sur 237 $ de dépenses. Là, a priori, en novembre, pardon, on va au moins avoir 6, 7, voire même 10, 12 cas de dépenses. Donc, la question, ça va être, est-ce qu'on va être capable de dégager un revenu quand même dans les 15, 20, 30 cas, malgré Moi, ces dépenses? je me souviens, mon cher Token, Brice, que tu visais des 60 000. Alors, à l'échéance, je dirais fin 2023. Est-ce que tu penses Ouais, que c'est ouais. jouable? Bah là, après, pour le premier mois, on est vraiment pas Non, mais mal. ça, c'est le premier mois, tu n'avais pas dit ça. Tu t'étais pas engagé sur un 60 parce Ah, mais qu'il non. fallait quand même déployer le capital, le faire produire. Il y avait. Puis Mais ça je dépend sais aussi qu'il de différents. Là, on est encore aussi en attente de quelques échanges qui vont se lancer avec lesquels on est impliqué, mais qui du coup, tant qu'ils sont pas là, ils produisent pas de revenus. Donc ça va aussi aider grandement à booster le revenu, mais on optimise aussi ce qu'on fait de notre côté. Et non, sur novembre, je suis assez confiant. Novembre-décembre, est-ce qu'on va arriver à atteindre en effet ces 60K de net revenus, hein, parce que donc, ça veut dire l'expense déduite, que ça soit Ah, gaz, salaire des contributeurs. net, en plus. Alors ça, j'avais pas Ah oui. prévu, tu vois ça. Net. Donc là,
Peut-être J'en que demandais pas naître, ça va autant. être un peu dur, mais je pense qu'on l'aura au moins en facial. Et l'avantage, En c'est que CA. c'est ça. Et puis après, nos dépenses sont pas excessives. À l'heure d'aujourd'hui, on a gardé quand même une structure assez petite et agile, notamment pour le début. Donc, je pense qu'on on devrait pas être trop loin de pouvoir obtenir. Et peut-être juste Bon, la c'est super. dernière composante, c'est la question de l'impact, quoi. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que les revenus, Oui, encore oui, une fois, oui. c'est fait pour soutenir tout ça. Et donc là, on fait un peu le tour d'horizon des différentes C'est pools qu'on presque a le pu plus important. supporter. C'est ça. Et donc, bon, pour l'instant, ça reste quand même pas mal concentré autour de tokens relatifs à l'equity, par exemple le LUSD ou le LQTY, mais on est en train d'un peu embrancher plus largement avec les autres projets qui rentrent dans notre périmètre, que ce soit des paires comme Boxis qu'on supporte déjà sur Bunny par exemple, ou il y a le token pool de Pool Together qui est aussi très bien construit en termes de résilience et bien pensé, qu'on est en train de voir comment on peut supporter. Et il va y avoir d'autres chains sur lesquels on va être actif. Donc a priori, on va pouvoir faire plus de choses à ce niveau-là. Ok, merci beaucoup. Je te fais remonter quelques petites questions. Donc, Okay. alors c'était comment participer au collectif et comment ne plus y participer. Donc, c'est pas chez moi. Intéressant. Parce que, parce que, tu vois, il fait la boucle complète. C'est-à-dire que si un jour il vient vous aider, il faut savoir comment il pourra arrêter de vous aider. D'accord. Euh, C'est ouais, c'est bien de prévoir le plan de sortie avant même d'entrer. Concrètement, ça se passe sur notre Discord. Hein. Vous avez un petit bouton Get in Touch qui va sur sur la page d'accueil diffacollectif.org qui vous envoie sur le Discord. Et c'est vraiment là que ça se décide. On commence à avoir une idée un peu plus précise de comment ça se passe vis-à-vis des contributeurs. On va pouvoir peut-être partager un peu une success story de contributeurs très bientôt, dans le sens où on est en train de finaliser l'officialisation d'un troisième contributeur, le troisième contributeur du collectif, et il a eu un chemin assez exemplaire dans le sens de ce qu'on veut voir arriver, dans le sens où ben voilà, il a vraiment fait ça, il s'est pointé sur le Discord en mode hey les gars, j'adore ce que vous faites, c'est super cool, moi je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ci, à quel niveau je peux vous aider. Ça c'était un tout petit peu avant qu'on se lance, je crois. Et il nous a effectivement aidé sur plein de trucs, à trouver la présence média au lancement, à établir différentes collections, à mettre en place certains processus pour la gestion de la trésorerie. Et maintenant, il est impliqué de manière récurrente dans la trésorerie et donc son statut a été formalisé et il va être compensé pour ses activités. Donc c'est vraiment un peu le chemin qu'on aimerait voir arriver à nouveau de ce côté, voilà, d'un gars spontané, intéressé, un peu autonome. Et au fur et à mesure qu'il prend de l'ampleur et de la place au sein du collectif, et notamment qu'il commence à assumer des fonctions, j'ai envie de dire, récurrentes et systématiques, bah, son statut se verra formalisé, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour faire travailler des esclaves gratuitement, c'est pas l'objet, mais on veut quand même s'assurer qu'il y a un alignement, j'ai envie de dire, une spontanéité dans la démarche et que ce soit pas juste quelqu'un qui vienne là un peu comme si c'était un fonctionnaire qui venait travailler pour collecter sa paye, quoi. et une récurrence, ouais, une implication réelle et durable. C'est ça. Il y avait les Gauche Maverick. Alors là, il y en a qui veulent entrer dans la technique et ils ont raison. Ouais, bah, comme je disais tout à l'heure, les coachs Maverick ne sont pas encore là. Hein, donc sur Maverick, C'est il n'y vrai a que t'en pas parlais. encore tout ce mécanisme-là. Vous pouvez en effet verrouiller vos tokens MAV, mais il n'y a pas encore il n'y a pas encore tout le système de vote. Mais c'est Ça va facile. arriver. C'est Pas facile. La réponse à cette question, c'est soon. soon. Oui, voilà, je ne peux pas tellement en dire plus, mais c'est prévu, ça arrive. Et ils essaient de faire les choses différemment, et donc ça prend un peu de temps, mais Il y ça en vaudra la peine. avait une question sur les NFT, les VE NFT que tu as montré. Si tu en achètes plusieurs, ils se cumulent. Comment ça se passe? Tu vois, si. C'est Ouais, ça, bah, tu as tout un logique de merge and split, comme ils appellent ça. C'est-à-dire qu'en Ok, gros, merge and split. une fois que tu as un VE NFT, tu peux le split. Donc, si tu as 2 millions de vélos et que tu as envie de vendre 1 million de vélos, bah, tu peux tout à fait splitter ton 2 millions de vélos en deux NFT de 1 million de vélos, VE vélos, pardon, garder 1 million de VE vélos pour toi et vendre l'autre 1 million de VE vélos sur le marché. Et de la même manière, si tu as déjà une position de VE vélo et que tu arrives à trouver un petit gars qui vend des VE vélos vraiment pas cher un NFT, tu peux tout à fait l'acheter et le merge du coup avec le tien. Et du coup, comme ça te permet d'avoir une gestion facilitée. Parce que sinon, c'est vrai que si tu as plusieurs VE NFT, ça veut dire que tu dois voter et faire toutes ces opérations
de gestion sur le VE NFT plusieurs fois pour chaque VE NFT, quoi. Ça peut devenir vite très embêtant, lourd. Ok, un petit coucou à Dark Emilien qui vient de passer. Alors ça me fait penser à une question. Est-ce que tes due deal, comment tu fais pour, tu vois, sélectionner des protocoles? Est-ce que, enfin, quelques conseils de due diligence avant de s'embarquer dans un protocole de défi? Par exemple, tu parlais des multisigs, je sais pas moi. Donc tu regardes peut-être qui est impliqué, ce genre de choses, quoi. Ouais, bien sûr, aller voir qui est impliqué, les pratiques de développement. Après, là, on est vraiment engagé sur des protocoles qu'au final, je connais bien depuis longtemps, donc c'est pas Ouais, spécialement c'est plus facile. compliqué à ce niveau-là. Mais c'est vrai que oui, pour les nouveaux protocoles, ça va vraiment être sur leur démarche, la pertinence de leur approche, est-ce qu'ils répondent à un vrai besoin, et puis après, bien sûr, toutes les méthodologies de développement, est-ce que, voire même de la manière dont ils communiquent, hein, par exemple, parce que voilà, bon, allez. Blast, par exemple, ça t'a pas convaincu? Pas du tout, mais même il y en a d'autres que je trouve absolument Allez. honteux, que j'avais déjà dénoncé à l'époque, et on va le refaire un coup au passage. C'est par exemple, si vous regardez StakeDAO, ils vous annoncent un APR de 1300% pour mettre vos MAV dans leur locker. J'ose espérer que toute l'audience a déjà un truc dans sa tête qui fait tiding, 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 à voir ça, et se demande, ok, à quelle sauce je vais me faire cuisiner comme un poulet frit à la poêle, parce que là, c'est pas possible. Et en effet, vous vous faites cuisiner comme un poulet frit à la poêle. C'est-à-dire que là, par exemple, un Par exemple, APR affiché qui ne serait pas, je veux dire, conforme à la réalité traduirait une intention bizarre. une intention de nuire, soyons honnêtes, une Une intention intention de de tromper, en nuire, fait. de manipuler l'audience à des fins de les pousser à déposer des fonds verrouillés dans un protocole en leur promettant un revenu qui n'existe pas, qui est un pur chiffre affiché, mais qui n'a aucune base, même réelle ou de calcul. Donc là, on est quand même dans une fraude, si on veut être honnête. Moi, je mets les mots. Et c'est après à chacun de voir. Mais par exemple, là, on va être sur un truc plus concret. Et ils vont me faire aller sur PancakeSwap. C'est quelle horreur. Mais c'est pas grave, on y va. Parce qu'ils ont eu justement un locker. C'est le même principe. Cake, il a lancé cette tokenomique. Coucou, tu peux verrouiller des cakes et on va copier ce que les autres font en le faisant moins bien. C'est le principe de Cake. Et comment dire, et on le trouve même pas. Alors attends, on va le trouver par ici, c'est pas grave, ils doivent nous mettre l'adresse quelque part quand même. Le locker, le VE Cake, le SD Cake, c'est celui-là. Donc si on prend le SD Cake et qu'on le met, je crois qu'il a de la liquidité sur PancakeSwap normalement. Ouais, voilà, le StakeDAO Cake. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce StakeDAO Cake qu'ils ont lancé il y a pas longtemps? Vous allez voir très vite. Normalement, si il arrive à nous trouver la paire, c'est grosso modo la dernière fois que j'avais vu hier, il était à 0,1 cake par SD Cake. Divisé. Mais je crois qu'ils se sont fait, il y a eu un problème, il y a eu un hack, ou il y a eu une un saloperie. problème, un hack, un truc, bien sûr. Mais bon, voilà, je veux dire, ça fait partie aussi des jeux. Putain, ils ne nous trouvent même pas, quoi. Est-ce qu'on arrive à le trouver ici? Bon, moi, alors, je me fais l'avocat du diable, mais tu as raison hein, de dire tout ce que tu dis. Sur les SDCRV, ils étaient, le PEG était bon. Ouais. Après, il y a le PEG, mais il faut aussi comprendre ce qui se passe. Hein. Donc, par exemple, là, ici, cette APR-là, elle est complètement foutage de gueule. Donc là, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a eu une toute première récolte où, en fait, si tu veux, le protocole a accumulé des frais pendant une assez longue période de plusieurs mois et ils ont été distribués après pendant une semaine. Donc, il y a eu en gros 3 mois, 4 mois de récompenses distribuées en une semaine. Bah, pouf, il considère ça, il te l'affiche comme APR, il n'y a même pas de petit warning. Attention, ceci est une APR absolument exceptionnelle qui correspond à une distribution spéciale et rétroactive de 3 à 4 mois de récompense distribuée sur une semaine. On s'attend à voir l'APR divisé par au moins 10, parce qu'en fait, en réalité, tu regardes de l'autre côté, il y a un autre locker qui existe là-dessus, il t'affiche 12% d'APR en ce moment. Et pourtant, l'autre locker, c'est Convex, donc je doute que Stake soit en capacité de produire plus de rendement que Convex. Donc ça, c'est des trucs, c'est quand même un modèle récurrent chez Stake, et il faut à un moment donné le dire, parce que je sais pas combien de gens ont dû se faire tondre par des conneries pareilles. Donc voilà, il faut aussi mettre les points sur les i. T'as raison. Et après aussi, voilà, si vous considérez ces lockers, regardez aussi vraiment du côté de la tokenomique SDT, qui est faite pour vous dépouiller, là, fondamentalement, on va encore mettre les mots, puisque grosso modo, en tant que déposant sans le SDT, donc le token de stake verrouillé,
vous donnez votre pouvoir de vote aux gros possesseurs de VUSDT, gros possesseurs de VUSDT qui sont ceux dont vous doutez très bien, ceux qui sont à l'origine du protocole. Donc là, on est quand même sur un truc presque mafieux, hein, si on veut être honnête. Que tu dois pouvoir retrouver dans les outils que tu nous as donnés. Oui, vous pouvez aller voir et faire le détail. Ok, eh ben merci. C'était un petit warning d'actualité. Ben ouais, mais bon. Très d'actualité en effet. Bon, on va pas forcément en parler, mais voilà. C'est ce que je voulais en tout cas. Bon, ben voilà, méfiez-vous des APR affichés. Par exemple, ça c'est un red flag. Quand on a c'est un red flag qui, pour faire écho à ce que tu disais, c'est sûr que afficher un APR qui n'est pas conforme à la réalité, c'est une tromperie et ça dénote une intention de tromper. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi sur l'attitude de l'équipe. Et vous pouvez le voir aussi sur les réseaux sociaux quand ils communiquent. Je veux dire, le truc classique qu'on a tous vu, je sais pas, par exemple. Mais nous aussi, on pourrait le faire, tu vois. Voilà. On lance une pool avec le collectif et on met plein de votes dessus. On met 5 TVL dans la pool. Et voilà. Et maintenant, il y a 45 millions de pourcents d'APR sur la pool parce qu'il y a que $5 de TVL dedans, tu vois. Et après, on va sur Twitter, on met, ah, tiens, regarde, viens faire 45 millions de pourcents d'APR. Ça, c'est quand même assez, c'est gamin, quoi. C'est même pas, c'est pire que essayer de manipuler. Donc ça, c'est des trucs aussi. Si vous voyez des projets faire ça, généralement, ça montre quand même une certaine. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont réputés sur ça ou pas? Ouais, je suis pas spécialement certain qui me viennent en tête, mais bon, c'est des trucs qu'on voit passer quand même assez souvent sur Twitter. Quand vous voyez des APR à 3 chiffres, il faut se poser la question. Ah, il y a quelqu'un qui dit Bifi fait ça. Moi, j'aimais bien Bifi jusqu'à présent. Mince, c'est vrai? C'est comment Bifi? Je sais pas, moi, c'est protocole BSC, ça m'intéresse assez peu pour. Ah, ils sont multi-chaînes, c'est-à-dire qu'ils ont commencé BSC, mais. Oui. Mais bon, ça reste, voilà. Je veux dire, pour moi, en fait. Ils sont nés là-bas, Et ben, là où t'es né, ça dit long sur toi aussi, mine de rien. Oh, parce que je veux dire, concrètement, à la naissance effective d'un individu qui ne choisit pas son pays, une équipe choisit la chain sur laquelle elle construit. Donc, elle a choisi volontairement d'aller sur cette chain-là. Voilà, à vous de tirer vos conclusions. Mais écoute, quand même, moi, je l'ai utilisé, Bifi. Il y avait une. Je n'ai pas été si mécontent que ça, mais. C'est ça. Et après, faut être capable de contextualiser les APR. En fait, c'est vraiment ça le truc, tu vois, parce que bon, il y a des APR qui peuvent être parfois conséquentes dans certaines situations, mais voilà, il faut comprendre quels en sont les termes et quels en sont les enjeux. C'est des réalités évaluées. Par exemple, cette pool-là qui s'est lancée assez récemment sur Maverick est quand même plutôt excitante, parce que là, toi qui aimes bien les APR sur Ether, là, on est quand même à 88% d'APR sur une pool Ether, qui a en plus, on peut le voir ici, les incentives postés pour le prochain mois, grosso modo. Donc, c'est pas mince. Mais après, voilà, il y a quand même un contexte. C'est une pool qui vient de se lancer, c'est un projet qui vient de se lancer. A priori, je n'ai pas regardé spécialement rapidement, donc ne me prenez pas pour moi, allez faire vos recherches, mais c'est pas un projet délirant, c'est un projet qui a du sens. Mais voilà, ce contexte-là nous permet de comprendre pourquoi on a une APR aussi élevée, tout simplement parce qu'ils ont encore un peu du mal à attirer de la liquidité. Probablement que l'APR va baisser, mais après aussi probablement qu'elle va quand même rester un minimum assez conséquente, parce que voilà, si on la contextualise, là il y a 144 TVL à 90%, donc ça veut dire que si tu passes à 304 TVL, il y aura encore 45%, tu passes à 604 TVL, il y aura encore 22,5%, tu passes à 1,2 million de TVL, il y aura encore 12,5%. Bon, ok, ça va, on a quadruplé le dépôt et on en reste encore avec une APR décente. A priori, on est quand même assez safe contre la dilution sur un truc comme ça. Maintenant, c'est quoi ce WEI? Est-ce que tu aimes le modèle qu'il a et les risques qu'il incombe? Et Maverick. Ouais. Mais j'ai compris. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai une question toute simple. C'est-à-dire que l'APR fonctionne. Donc ça, c'est parce qu'il est boosté, parce qu'il y a une volonté d'attirer de la liquidité, parce que quand tu launches, tu es obligé de te dédier en fait un budget à parce que tu es en concurrence. Donc en fait, tu distribues un jeton pour que les gens déposent et offrent de la profondeur comment dire, la profondeur de trade sur ton jeton, ce qui quand même permet en fait aux gros acquéreurs d'entrer, permet aux gros de sortir, donc ça apporte de la valeur, ça je le comprends, et tu le rétribues. Ça c'est très bien. Cette rétribution, elle est divisée par la TVL, donc ça veut dire que, est-ce que la relation elle est linéaire? C'est-à-dire que si la TVL double, la PR est divisée par 2. Est-ce que ça marche comme ça ou pas tout à fait? Ça dépend d'où elle vient la PR, quoi, donc. Dans le cas présent, une APR, incentive APR. Ouais. Donc, dans le cas présent, je suppose qu'elle est incentivisée, je suppose que c'est ça, non?
Ouais. Oui, c'est ça. Là, bah, c'est ça sur Maverick, tu as c'est séparé clairement. Donc ça, c'est l'APR des frais, qui est pour l'instant assez faible, comme l'APR n'a pas beaucoup de volume. Là, c'est l'APR des incitations, qui est le plus gros de Ok, l'APR. Et donc, en effet, là, c'est linéaire par rapport à la TVL. Après, les ok. frais, ça n'est pas forcément linéaire par rapport à la TVL. C'est plus complexe. Bon, ben non, mais c'est très intéressant. Et donc, toi, tu suis évidemment avec grand intérêt toutes ces poules sur. Bon, là, on a fait 1h30, donc je pense qu'il va nous rester ben, malheureusement 5 minutes. Il faudra revenir. Donc là, on va directement aux alphas. Lâche-nous tout, fais-nous rêver. Avant de partir, pars comme un prince. Je veux dire, en nous donnant peut-être, je sais pas, quelques stratégies du moment. Moi, j'aimerais bien. Alors, j'avais une question, allez, avant le départ qui était sérieuse quand même. C'était est-ce que vous faites un peu de staking? J'ai vu que il y a peut-être, tu vois, du Etherfi, du Obol, du Eigenlayer, ce genre de choses. Est-ce que vous faites un peu hors Farmir? Est-ce que vous faites un peu d'infra? C'est pas mal, hein. Ou est-ce que c'est hors giron? Non, non, on y regarde, on voit un peu comment faire. On n'a pas encore spécialement déployé d'Ether dans du staking, mais Ou du liquid staking, hein? Parce que j'ai vu qu'il y avait plutôt, oui. du Diva staking, Enzine Finance, ce genre de Et choses. notamment, oui, on a aussi Diva qui fait partie des partenaires de lancement, qui ont apporté le support, leur soutien au collectif. Donc probablement que oui, si on déploie des fonds, ça va plutôt être dans ces eaux-là. Ok, il y avait quand même une question, c'était tu es le grand dictateur bienveillant de GHO. Quelques mots sur, tu vois, peut-être stablecoin. Est-ce qu'il y a encore des stratégies? Euh, il y Ouais, avait une alors je suis stratégie de pas le Roteg. dictateur d'Hugo, hein, je suis le dictateur Non, mais du Liquidity Committee, qui est une structure beaucoup plus mince que Go en lui-même. c'est vrai. J'ai pas de pouvoir sur Go en C'est vrai, c'est vrai, c'est particulier. vrai. Et ouais, en effet, ben justement, je mettais là le blog du collectif. On a Ouais, publié aussi je, un je l'ai rapport vu. qui vous donne aussi un peu un aperçu des différentes stratégies. Et du coup, en effet, il peut y avoir, sur Maverick notamment, il y a certaines pools Go qui peuvent être intéressantes, notamment peut-être pour ceux qui sont le plus sensibles au gaz. Celle-ci, la BP58, parce qu'elle est sur un budget d'incentive mensuel. Et en plus, elle est dans un mode de rebalance, reconcentration de la liquidité automatique, pardon. Donc, elle ne requiert pas de management actif de la part de l'utilisateur. Donc, c'est peut-être la pool la plus favorable pour Et ceux nous. qui sont sensibles au gaz. Et après, il reste Et- des trucs aussi assez sympas. Par exemple, là, on est sur Bunny, mais elle est aussi dispo sur Liquid, mais je crois que je t'en avais déjà parlé la dernière fois. Oui, C'est mais tu peux faire un repeat. C'est parce que c'était pas la double stratégie avec du farming d'airdrop. Enfin, tu nous avais fait des montages incroyables. Est-ce que c'est toujours valable? Tu vois, il y avait deux surcouches. C'est ça, il y a cette pool Go USDC qui va être au moins une vingtaine de pourcents a priori. Alors après, il faut suivre. Tant qu'on y est aussi, pour ceux qui veulent s'expérimenter avec Uniswap V3, vous allez pouvoir trouver différentes campagnes d'incitation via Merkle qui peuvent aussi être plutôt intéressantes. Donc là, par exemple, vous voyez la pool Mercol. Go USDT qui a aussi quand même un budget assez sympa. Et il y en a d'autres, différents tokens. Et vous pouvez Avec aussi... des TVL pas dégueu, hein. C'est ça. Et vous pouvez, notamment, je crois que sur Arbitrum, il y a de la distribution qui a lieu par là aussi. Donc là, vous allez pouvoir filtrer par chain et peut-être trouver des trucs sur... tiens, là, on a une USDC MIM bon, voilà, pas beaucoup de TVL, donc à être un peu prudent. Mais il y a quand même différents trucs qui peuvent être Mercol, intéressants. je connaissais pas. C'est quoi? C'est un outil pour gérer l'incitation un peu opiniâtre de Uniswap V3. Donc, ça peut avoir de l'intérêt. C'est utilisé par Sushi notamment. Il y a aussi pas mal de paires uniques qui sont là-dessus. Ça supporte aussi quelques autres DEX. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Est-ce qu'il y a même des trucs sur Base? Oui, il y a du Base. C'est utilisé par Base Swap, tiens, intéressant. Sushi Swap, c'est plutôt un truc assez sympa pour voir ce qui se passe concrètement en termes de avoir un peu un aperçu comment dire, des différentes campagnes qui sont disponibles. Et l'avantage, c'est que c'est un peu plus sûr que les trucs classiques, dans le sens où vous n'avez pas besoin de staker vos LP. Merkle se contente vraiment il vous dit, voilà, par exemple, cette campagne, elle est pour, je sais pas moi, on va faire Sushi, hein, Sushi Schwab V3, USDC, Brapis. Mais en soi, il suffit de posséder le LP pour, le LP token pour être éligible. Donc de la même manière, là, pour la campagne Go, pour bénéficier de cette campagne, il faut juste aller, en gros, apporter de la liquidité sur cette paire. Donc
pouvez aller la voir. Il vous met un lien direct vers la paire. Normalement, attendez, hop, j'ai un peu du mal à le trouver. Ça doit être celui-là. Là, c'est la pool sur Uniswap Info. Et je crois qu'il y a, voilà, vous allez trouver un lien direct pour apporter la liquidité. Et donc, il n'y a pas de question de devoir staker le token quelque part ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste apporter de la liquidité. Et Merkle va se contenter de lire la blockchain, voir les différents wallets qui possèdent le LP et leur distribution, et rendre les récompenses claimables par les LP concernés en question. Donc pensez bien quand même à lire les règles de distribution qui peuvent varier en fonction des paires et des DEX. Donc si par exemple là vous allez sur Go, il va vous dire que ça se base sur 70% la part du SDT que vous avez mis dans la pool, à 15% la part de Go et à 15% les frais collectés. Donc ça veut dire que quand même, a priori, dans votre apport de liquidité, vous allez vouloir être un peu plus lourd en USDT qu'en Go. Donc typiquement, que je vous dise pas de bêtises, avoir une range plus... attends, ça déconne un peu. Mais avoir une range peut-être un peu plus... non, dans le sens du coup. Un peu plus en dessous du prix qu'au-dessus. Comme ça, votre part de Go et votre part du SDT est plus élevée, a priori, vu les chiffres qu'on avait, dans un ratio de 3-4 points, 3-4 fois plus de USDT que de Go. Donc ça pourrait être typiquement un truc comme ça. Bon, là, on est sur une range très resserrée. Mais voilà, là, on a 4 fois plus d'USDT que Go dans la pool et on est quand même en range. Donc a priori, on est bien placé pour essayer de tirer parti au maximum de ces paramètres de distribution. Écoute, faut travailler pour avoir des 50%. C'est une science. À un moment donné... non, mais écoute, tu as raison. Hein, il n'y a pas de revenus comme ça qui sortent de nulle part. Donc, mais en tout cas, merci de nous. Moi, on pourrait rester des heures, hein, mais là, de toute façon, voilà, hein, tu nous as fait. Donc, je sais pas si tu as quelques mots de la fin. Tu nous as est-ce qu'il y aurait eu des sujets ou des choses que tu voudrais montrer aux gens, en général des stratégies, hein, tu sais, ou des protocoles, ou des coups de projecteur, ou est-ce que non, je sais pas mal. Ouais, non, s'ils sont intéressés par tout ça, moi je dirais de suivre un peu l'expérimentation sympathique du moment, qui est le fameux REPEC du Go, qui utilise tout un tas d'outils qui sont assez pertinents. Et je veux dire, tout en créant ces opportunités-là, comme on voyait sur Merkle, il y a aussi quand même un vrai objectif long terme avec cette histoire-là, qui est de ramener ce stablecoin à son peg. Et depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a quand même eu en gros, depuis la semaine dernière, un peu un arc de retournement assez important, qui n'est pas que dû aux stratégies de liquidité. Il y a eu d'autres choses qui se sont développées à côté. Mais je pense que c'est une bonne manière à la fois d'être de tester votre compréhension de la DeFi, d'apprendre à connaître des nouveaux outils qui sont quand même assez pertinents, puisque si des projets comme Aave, Go les utilisent, c'est pas pour rien. Il y a une certaine recherche sur les outils utilisés, ils sont pas sur le premier venu. Et puis au passage, vous allez peut-être trouver des opportunités. Alors bien sûr, ça reste mainnet pour l'instant, mais même si c'est que d'un point de vue, j'ai envie de dire, scientifique, je pense que c'est une aventure qui vaut la peine d'être suivie. Mais écoute, merci infiniment. Si je t'en fais une dernière et je te laisse. Moi, j'ai regardé il y a un protocole qui a très très bien marché, c'est FX Protocol. Est-ce que tu l'as suivi? Est-ce que tu as un mot à dire dessus? Ouais. Parfaitement noob. Hein. J'ai juste compris que c'était qu'il y avait un collatéral Ether et qu'ensuite il y en avait un qui était 10% de la variation de l'Ether et l'autre peut-être un levier. Non, c'est ça. Levier variable sur l'Ether. C'est un protocole intéressant parce que ça explore cette logique de réserve qui est assez nouvelle. Et en effet, tu l'as bien décrit. Pour l'instant, il a 2 composantes, mais ils sont en train de discuter peut-être d'un 3e. Donc, il a ce FIS qu'ils appellent un bêta 0.1 stablecoin pour les intimes. Et ça veut dire qu'en gros, il hérite effectivement 10% de la volatilité de l'Ether. Donc, il va avoir une certaine fluctuation, mais comme on peut le voir, il a été assez sage depuis qu'il s'est lancé en valeur dollar. De l'autre côté, on a XIS qui lui va être une exposition leveragée à l'Ether. Donc là, c'est bien sûr des mouvements beaucoup plus violents puisque ça va être des mouvements amplifiés par rapport au mouvement de prix sur l'Ether. Donc ça, c'est plus pour les gens qui n'ont pas forcément froid aux yeux. Alors c'est que mainnet pour l'instant, il me semble, à moins qu'ils aient lancé. Ouais, c'est que mainnet. Je crois qu'ils sont en train de se préparer à lancer sur Arbitrum. Et après, ils ont quand même quelques trucs assez cool aussi. Où il y a des opportunités sur le EFIS pour le staker qui permet notamment d'avoir un rendement en stakis.
Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de faire un rendement Ether sur des stablecoins. Moi, je trouve ça assez cool. Et petite histoire marrante, ils ont ce système de booster où ils ont récompensé différents personnes, communautés, projets qui ont parlé d'eux. Et DeFi France, qui a beaucoup couvert FX à travers moi, Cyril et d'autres. Je vais recevoir Cyril normalement dans dans le mois pour qu'il nous en parle plus en détail. Mais ouais, il va te faire. Lui, il le connaît mieux que moi. Il le suit plus au quotidien, ce protocole. Mais du coup, oui, comme on a beaucoup couvert FOVX, il y a eu plein de choses, des lives, des meet-ups, des choses comme ça. Et ben, on a été éligible dans ce vote parce que c'est la communauté qui vote pour les boosters en fait. Et du coup, DeFi France a quand même reçu une somme qui est pas négligeable pour la trésorerie de DeFi France, puisque on parle de 51 FXN, et donc c'est environ 5700 $. Donc, sachant que le multisig à l'heure d'aujourd'hui, il doit avoir à peu près 1000 $ d'actifs, hein, donc c'est pas rien pour nous. Bon, à voir. Après, bien sûr, il y a un vest jusqu'à l'année prochaine, avec possibilité de le convertir, des choses comme ça. On va pas faire toute l'histoire, mais donc très sympa de leur part d'avoir reconnu ça. Et voilà, je voulais remettre le petit shout-out. Et non, c'est vraiment un protocole qui vaut la peine d'être creusé. Donc, suivez l'émission avec Cyril la prochaine fois. Et pour ceux qui sont impatients, vous trouverez sur DeFi France déjà un autre meet-up que Cyril a fait à Toulouse, il me semble, il y a peut-être un mois, où justement ça parlait du protocole FX. Eh ben, écoute, il était en avance parce que je sais que c'est un protocole. En plus, il s'est apprécié, hein, donc il y a une belle appréciation. Donc, suivez évidemment le contenu de DeFi France, vous trouverez souvent des pépites dedans. Oui, c'est vrai qu'il a eu un certain décollage. Je pense que l'appréciation de cours est délirante, hein. Et en plus, si tu prends le mois, alors là, je pense que vous avez quand même visé juste. Hein. Il a fait de 15 $ à 100 $ à partir de. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça parce que même s'ils sont tous montés, là, on est sur un des top performers. Tout à fait. Du mois, hein. Donc, ok. Eh bien, écoute, c'était un plaisir. Moi, j'espère que tu reviendras nous donner les nouvelles du collectif. Écoute, tu es le bienvenu quand tu veux. Voilà, et c'est un plaisir. C'est un plaisir de te voir évoluer dans la défi et de soutenir ces projets et de leur apporter un peu de visibilité et de la TVL si jamais les gens le désirent. J'allais te dire, après le prochain rapport au 1er janvier, j'ai réalisé que non, c'est peut-être pas la meilleure date, mais bon, on verra, oui, bien sûr, je te tiens au courant. 1er janvier, ça va être dur pour moi. Hein, c'est ça, pour moi aussi, ouais. C'est pas les questions. Hein, mais ça. Mais avec plaisir, tu vois, régulièrement, c'est un grand plaisir de te retrouver. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et bonne chance dans cet environnement qui est merveilleux, mais pas toujours facile. Super. Allez, bon après-midi. Merci encore.